Un peu fort. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Provost. J'ai dirigé pendant de longues années le journal La Tribune. J'étais aussi chroniqueur sur BFM et sur Europe 1. Et ce soir, je vais avoir le plaisir de vous accompagner et d'animer cette conférence Un autre regard, troisième du nom, qui va être consacrée à un thème qu'on a appelé neurosciences et résilience. Alors, il ne faut pas que ça vous inquiète, ces termes-là. On va surtout parler de comment fonctionne notre cerveau, mais aussi comment nous fonctionnons, comment nous réagissons, notre comportement. Et vous allez voir que, en tout cas, nous, on a été passionnés dans la préparation de ce débat. Et j'espère qu'on va réussir à vous passionner également ce soir. Vous le savez, la puissance invitante ce soir, c'est le groupe Saretec. Et je vous demande d'accueillir sous les applaudissements son PDG, Philippe Tromson. Philippe. Bonsoir à tous. Je tenais à vous remercier sincèrement de votre fidélité, puisqu'aujourd'hui, c'est la troisième conférence du cycle À notre regard. Simplement, je vous rappelle que le premier cycle, enfin la première conférence concernait le biomimétisme. En réalité, comment l'humanité observe la flore, la faune pour s'inspirer et développer ces technologies. La deuxième conférence s'intéressait aux data, à l'exploitation des data, avec les algorithmes, et puis on est allé tout doucement, mais sûrement, vers l'intelligence artificielle. Il me semblait qu'après la flore, l'humanité, l'intelligence artificielle, il fallait un peu qu'on parle de nous, de l'humanité et du cerveau. Et c'est pour ça que cette troisième conférence du cycle correspond aux neurosciences et à la résilience, qui vous seront présentés par deux experts, Nadia Guni et Jacques Frana. Je pourrais m'arrêter là pour cette introduction, mais ça me semble un peu court. Et puis surtout, je voulais simplement en profiter pour vous donner un peu d'informations sur l'évolution du groupe Saretec. Puisque je l'ai fait pendant les deux premières conférences, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que vous ayez un peu une vision de ce que l'on fait au groupe Saretec. Vous savez que l'évolution du groupe Saretec repose sur notre projet d'entreprise Pégase, un projet qui est né début 2016, qui est un acronyme. Et aujourd'hui, j'ai deux lettres de cet acronyme qui me portent à cœur. C'est les perspectives de Pégase et les E de ensemble et d'excellence. Alors les perspectives, c'est important que pour nos clients, que vous ayez des perspectives de ce que l'on fait. Et donc régulièrement, on essaie de vous informer de nos évolutions technologiques. Et c'est aussi très important pour nos salariés, pour mes collègues, qui aujourd'hui ont besoin de perspectives à moyen et long terme, de façon à ce qu'ils puissent au mieux participer dans les différents projets et dans les différents développements. Les deux E, c'est l'excellence. Alors l'excellence, vous allez me dire, c'est assez banal. Moi, j'ai un aspect plus différent. En ce qui concerne, dans l'excellence, pour moi, c'est la lutte contre l'à peu près. Je trouve que l'à peu près, c'est quelque chose qui est assez dangereux, parce qu'on fait de l'à peu près une fois, deux fois, trois fois, puis alors ça tombe bien parce qu'il ne se passe rien. On dirait même que nos clients sont contents. Et puis un jour, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas contents du tout. Et en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et là, c'est très, très difficile de remonter. Donc l'excellence, c'est ça. Et puis le deuxième E, c'est ensemble. Vous le savez que chez Saretec, on a un dispositif collaboratif. Moi, je crois beaucoup à la connaissance, aux pratiques des gens de terrain. Et je les sollicite dans tous les projets, parce que j'estime que demain, c'est eux qui vont les mettre en œuvre, donc c'est bien aussi qu'ils les portent. C'est aussi collaboratif avec vous, avec nos clients, pour co-construire des nouvelles offres, répondre à vos attentes. Sur ce projet-là, il y a 3 axes. Je vais aller vite, parce que je sais que vous êtes, je dirais, intéressés par la conférence. Il y a 3 axes. Il y avait l'axe développement, c'est-à-dire le développement de nos cœurs de métier. Aujourd'hui, on est assez avancé puisqu'un certain nombre de sociétés nous ont rejoints. Et pour vous dire, 2018, c'est l'année de l'embauche, puisque chez nous, c'est plus de 200 personnes qu'on a embauchées en 2018. Le deuxième axe, c'est la diversification. Et je vous l'avais dit, cette diversification, j'ai estimé qu'on avait tellement de compétences variées, diverses, avec des profils très différents dans le groupe Saretec, et ça ne s'arrange pas, puisque aujourd'hui, nos embauches font que l'on souhaite, et je le souhaite, des profils extrêmement différents, pour justement, toutes ces compétences, les mettre à disposition d'autres maîtres d'ouvrage, d'autres maîtres d'ouvrage, mais aussi des grandes entreprises, des collectivités, parce que j'estime qu'on leur doit aussi un service à ce niveau-là.
Et puis pour faire fonctionner tout ça, l'innovation. Alors l'innovation, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est la marque Kiwis. Alors c'est une marque assez jeune chez nous, mais de plus en plus, si vous voulez, vous allez entendre parler d'elle. C'est l'exploitation des data, mais c'est aujourd'hui l'exploitation et le développement sur le BIM. C'est encore et plus que jamais les recherches sur le satellitaire. Et nous aussi, on fait de l'intelligence artificielle. Voilà en gros. Et il y a 2 ans, oui, à peu près à la même époque, en 2016, je vous annonçais que le groupe s'arrêtait, que c'était environ 115 millions de chiffre d'affaires et à peu près 1150 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on va finir l'année aux environs de 150 millions et près de 1480 personnes. Voilà ce que je veux dire pour l'évolution du groupe. Je tiens à vous remercier de votre présence et je vous souhaite une excellente conférence et je vous dis à tout à l'heure. Merci Philippe. Philippe Trobson. Alors, comme dans tout événement, toute conférence, il y a toujours un chef d'orchestre. Et celui qui organise ces conférences de main de maître, ces conférences à notre regard, c'est Dominique Delmas, le directeur du développement entreprise et collectivité de Saratec. Dominique. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous et merci aussi, bienvenue aux internautes, puisque nous faisons une première ce soir, nous essayons de mettre la conférence en ligne. Donc pour cette 3e conférence, à notre regard, intitulée Neurosciences et résilience, vaste sujet. Vous est-il envisageable de jouer au poker sans en connaître les règles ? Vous serait-il envisageable de conduire votre vie professionnelle, votre vie personnelle, sans connaître le mode de fonctionnement de son outil essentiel ? Votre cerveau, êtes-vous sûr de l'utiliser correctement, à plein ? Pensez-vous l'utiliser de la meilleure des façons ? Pourquoi lui faites-vous confiance à ce point pour prendre des décisions, endosser des responsabilités ou encaisser des chocs ? La confiance, en fait, est le maître mot certainement de cette conférence et de ce qui nous a guidés tout au long de l'organisation de ce cycle. La confiance, c'est peut-être ce qui vous a emmené nous voir ce soir, peut-être. En tout cas, c'est le fil directeur le fil d'Ariane, je dirais, des 3 conférences précédentes. Rappelons-nous, il y a eu d'abord le biomimétisme et l'essor de l'économie de la connaissance. Idriss Aberkan et Sabine Berner nous avaient éclairé sur ce thème épatant en nous disant qu'il fallait restaurer la confiance sur le lien qui nous unit à la nature, cette mère nourricière qui nous constitue. D'ailleurs, à ce sujet, êtes-vous sûr d'avoir l'âge que vous avez ? Puisque si l'on considère le point de vue de nos atomes qui nous constituent, peut-être avons-nous 10 milliards d'années. C'est une autre façon de voir les choses, excusez-moi de l'imprécision. Donc la nature, c'est bien cette source d'innovation responsable et extraordinaire qui ont été développées quand même pendant 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Ce n'est pas rien. Et le biomimétisme, nous dit Janine Benius, c'est faire comme les organismes vivants et avec les organismes vivants. Et aujourd'hui, on a beaucoup de grandes entreprises de renom, de grandes métropoles et également de grands scientifiques qui s'engagent dans ce nouveau essor de l'économie de la connaissance. Et je pense que c'est parfaitement rassurant pour la suite. L'an passé, nous avions Jeanne Bordeaux et Jean-François Marco Torquino qui nous ont fait réfléchir autrement sur la confiance que l'on peut placer dans l'incontournable intelligence artificielle, avec ses prouesses plus ou moins actuelles, les prouesses futures et surtout les bouleversements qu'elle annonce. Confiance dans l'IA. Oui, si nous arrivons à poser le problème avec justesse, nous ont dit Jeanne et Jean-François, comme l'avait dit d'ailleurs Einstein auparavant. Alors, oublions peut-être les fantasmes des surdoués de la Silicon Valley qui pensent qu'il faut vivre 1000 ans dans un corps customisé avec des machines surpuissantes. Mais je préfère considérer avec Joël de Ronet
que l'intelligence artificielle pourrait apporter les services d'un esclave consentant, dévoué, pour accomplir des tâches répétitives, banales et ingrates, et surtout laisser l'homme libre de penser, d'agir sereinement pour la construction d'un monde meilleur. Un monde meilleur pour lui et respectueux de notre cette planète, puisque nous n'en avons encore qu'une seule. Autrement dit, est-ce que la machine ne pourrait-elle pas rendre l'homme plus humain, plus sage et plus digne de confiance ? Alors ce soir, pour cette 3e conférence, nous vous proposons d'aborder toujours la confiance comme cette force intime, d'origine incertaine, mais si apaisante, si puissante, celle qui exalte les grands hommes, disait De Gaulle, et sur laquelle aujourd'hui les neurosciences lèvent un voile pour que nous puissions la restaurer, la consolider, la pérenniser et enfin affronter les défis incontournables, majeurs, comme le fameux bouleversement climatique. Quant à la résilience, notion qui peut laisser encore extrêmement perplexe, elle est aujourd'hui toutefois incontournable et certainement puissamment efficace. Comme le montre l'ensemble des témoignages de cette capacité de notre cerveau et de notre corps à reconstruire de l'espoir, de la confiance en soi, de la confiance en l'autre et de la confiance dans notre avenir collectif. Et donc je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir Nadia Guigny, l'auteur du livre Un pépin, des pépites, et Jacques Fradin, fondateur de l'IME, l'Institut de la médecine environnementale, pour nous parler avec beaucoup de pragmatisme de toute la richesse et du potentiel de ces clés très inattendues que proposent les neurosciences et la résilience pour que nous puissions enfin nous engager avec envie vers demain. Je vous souhaite une excellente soirée, comme nous avons pu passer une excellente préparation. Merci. Merci Dominique. Dominique Delmas. Dominique a tout dit, hein. Je n'ai même pas besoin de présenter nos intervenants. Je vais les inviter à venir me rejoindre sur scène tout de suite. Nadia Guigny, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Et Jacques Fradin. Jacques. En bon sportif qu'il est, il monte directement. Alors, ils vont tous les deux vous parler de leurs itinéraires. Sachez que voilà, ce sont des itinéraires passionnants, surprenants. Vous avez chacun, à travers ce que vous avez traversé, soit en accompagnant et en aidant, soit en le vivant, n'est-ce pas Nadia ? Traverser un moment des épreuves qui, du coup, aujourd'hui, vous avez envie de le partager avec les gens. Et je pense que nous ne sortirons pas de cette salle avec la même vision et du fonctionnement de notre cerveau et du fonctionnement de notre comportement tout au long de la vie. Je vais commencer peut-être par vous, Jacques. Donc, Jacques, vous avez créé l'Institut de médecine environnementale. Et en fait, derrière le mot environnement, on met traditionnellement l'environnement un peu, les petits arbres, les petits oiseaux, etc. Mais pour vous, l'environnement, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Mais je vous laisse nous présenter tout ça. Très bien. Merci d'être présent, parce que je pense que nous avons effectivement beaucoup de choses à partager, puisque nous sommes sur une seule planète, on a vu, et que les connaissances que nous avons aujourd'hui à partager peuvent littéralement, au sens plein du terme, sans doute nous permettre d'affronter les périodes que l'on sait difficiles présentement. En tous les cas, c'est ma conviction. Alors, pourquoi j'en suis venu à vous parler de comportement, de résilience, de cerveau, alors que je suis à la base médecin, que ce qui m'intéresse au départ, c'est la santé, et que j'en suis venu à la médecine environnementale qui s'est définie dans les années 80. L'Institut a été créé en 1987, à l'époque où on commençait à comprendre qu'il y avait deux grands facteurs, la génétique et les facteurs autres, non génétiques, qui sont environnementaux au sens de ce qui n'est pas la génétique. Autrement dit, le mode de vie, ce qu'on mange, ce qu'on pense, quand on bouge, ça fait du bien, hein, quand on respire, quand on dort, et puis bon, l'environnement au sens où on entend d'habitude
ce qu'on respire, ce qu'on absorbe, volontairement ou pas, et qui fait que l'on est en bonne santé ou pas. Et ce qu'on découvrait dans les années 60, mais qui n'a vraiment intégré les connaissances médicales que dans les années 80-90, c'est que 90% minimum des facteurs de santé ou de mauvaise santé sont liés à l'environnement, autrement dit à tout ce que je viens de dire, contre 10% liés à la génétique. Donc on glisse doucement du cabinet médical ou de l'hôpital vers la vie. Et puis la vie des organisations, la vie dans la société où on sens, on vient de le voir. Ça va encore un peu plus loin puisqu'on sait aujourd'hui que les 10% qu'on attribue à la génétique relèvent en fait pour moitié d'épigénèse. Ça veut dire quoi? La façon dont le code génétique s'exprime dépend de notre vie. Autrement dit, en réalité, à l'échelle de la vie, c'est 95% des facteurs. Donc la médecine que l'on pratique encore aujourd'hui, curative, qui supposait que la génétique pesait beaucoup plus lourd, se trouve un peu décalée, puisque non pas elle est inutile, elle permet de guérir des gens qui ont raté des coches, si on peut dire, et puis un jour ou l'autre, le génome se dégrade. Mais on a un énorme potentiel qui est du côté de la prévention, donc du mode de vie. Alors ça, c'est nouveau dans une certaine mesure, mais ça explique pourquoi le comportement est au centre de la prévention. On ne change pas parce qu'on a une prescription. On change parce que ça impacte notre vie individuelle, sociale, économique, puisqu'on voit que des tas de facteurs ne sont plus dans le cadre ni de la personne qui vit sa vie, on subit et on partage une vie globale. Ça engage l'économie, ça engage les pouvoirs publics, ça engage la médecine. Donc, d'un certain point de vue, des facteurs externes sur lesquels le médecin ne peut pas agir et parfois l'individu non plus. Et en sens inverse, on s'aperçoit que la connaissance sur les comportements du cerveau, du comportement, impacte la société. C'est pour ça que je suis venu progressivement vers les entreprises, vers les médias, du côté aussi de la pédagogie, de tout ce qui fait qu'on construit aujourd'hui les comportements de demain. Donc, ça, c'est le contexte. C'est pourquoi je dirais que d'un certain point de vue, dans les années 80, j'ai été déstabilisé dans ma pratique en comprenant qu'il allait falloir tout changer. Et changer ce comportement, sortir du cadre du cabinet, passer dans le cadre de l'entreprise, passer dans le cadre des institutions. Donc je vais vous parler d'aspect institutionnel, comment est-ce qu'on peut prendre en charge des comportements. Mais avant, on va faire un petit zoom du côté du cerveau, puisqu'on en a parlé. Et je vais vous présenter très brièvement les sujets sur lesquels moi-même je travaille, mais qui sont eux-mêmes à l'interface. Ce qui m'intéresse, c'est moins de faire progresser la connaissance que de la rendre utile. Je suis de plus en plus convaincu, et je vais vous en parler beaucoup plus avant tout à l'heure, que la science aujourd'hui, c'est utile pour la connaissance. Oui, très bien. C'est utile pour la connaissance, mais ça doit quand même être utile pour tout le monde. Donc, un sujet particulièrement important, c'est comment notre cerveau gère le connu ou l'inconnu. Autrement dit, fait face à des situations qu'on rencontre tous les jours dans la vie, l'imprévu, l'incertain, le risque, ou à l'inverse, l'innovation, la résilience, l'opportunité. Bref, tout ce qui fait que tout n'est pas joué, pour ne pas dire le contraire. Vous avez compris que 90% des facteurs de santé, mais on rajoutera de bonheur, puisqu'il y a plein d'études sur le sujet, ou à l'inverse de résilience, capacité à tirer parti, les pépites des pépins. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Et pour faire très simple, parce qu'on va quand même essayer de simplifier un peu, on est sur une façon de zapper d'un mode à l'autre, autrement dit de revenir d'un mode arrière, on va dire, l'évolution du cerveau s'est faite du bas au fil des espèces, du bas vers le haut et puis vers l'avant. Ça s'est enroulé comme un point d'interrogation. Et c'est quand même un joli symbole que la forme de notre cerveau soit plus une question qu'une réponse. Bon. Alors, donc, on va dire, quand on est en mode automatique, qu'on fonctionne avec des impulsions, avec de l'instinct, le stress, par exemple, c'est instinctif. Fuite, lutte, inhibition, disait un certain Laborie en France, en particulier dans les années 80, 70. Donc, quand on est dans des impulsions, qu'un bébé n'a pas besoin d'apprendre, c'est naturel. Quand on passe progressivement dans les émotions, c'est-à-dire on apprend que des choses désirables ou problématiques peuvent survenir et donc on a des appréhensions ou des désirs. Et puis progressivement, on a des automatismes, des compétences. Et bien dans tous ces mécanismes automatiques, on est prêt à gérer un monde stable.
dans lequel ce qui se produit un jour se reproduira demain, donc on apprend ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, même les métiers, hein, on les apprend, mais combien de temps on va s'en servir? Les connaissances évoluent, on est de plus en plus nombreux, vous le savez, il y a beaucoup de facteurs imprévus. Et en plus de la connaissance et de son changement, il y a la complexité, c'est-à-dire que ça interagit tout le temps. De plus en plus de choses s'étendent. Regardez les nouveaux entrants dans les métiers. On ne les voit pas venir, un jour ils occupent tout le terrain, vous voyez à quel point. Donc, cette bascule entre les deux se fait selon des critères. Vous aurez un support un peu plus complet pour ceux que ça peut intéresser, qui sera téléchargeable sur le site de Sartec. Donc c'est pour vous permettre de vous rendre disponible pour la réflexion. Quand on est en mode automatique, on utilise 6 leviers émotionnels de posture, si on peut dire. C'est l'envie de chercher le connu dans l'inconnu. Autrement dit, pour se rassurer, on cherche d'abord le connu dans l'inconnu. C'est très intelligent, ça évite de réinventer l'eau chaude, dit-on. Donc la routine. La persévérance. Si ça ne marche pas, on insiste. Simplification. Le blanc, le noir, arriver à des idées qu'on peut numériser d'une certaine façon dans le cerveau aussi, les stocker. Les certitudes, des organisations, des arbres décisionnels, etc. Du pragmatisme. Comment, à partir de cette organisation, on peut deviner des choses qui ont déjà fait leurs preuves. Et puis le pragmatisme social, qu'on peut appeler l'image sociale, l'émotionnel social. Comment les autres vont percevoir, est-ce qu'ils vont m'apprécier, est-ce qu'ils vont me rejeter, est-ce qu'ils vont m'agresser, etc. Par opposition, l'autre mode, c'est curiosité, plutôt que routine. Chercher l'inconnu dans le connu, les signaux faibles. Aller explorer des choses qu'on ne connaît pas et d'y prendre du plaisir, la curiosité, les vacances. Hein. Chaque fois qu'on est passionné par quelque chose, on est un peu romantique, on va chercher les ennuis, si on peut dire. On va explorer l'inconnu et ça attire. Donc on voit que si l'inconnu fait peur quand on est en mode automatique, il attire quand on est sur l'autre mode. Donc on voit que c'est ni bon ni mauvais, c'est juste 2 postures. Et ensuite, on va descendre, souplesse, nuance, relativité, rationalité. C'est quoi la rationalité? C'est l'inverse de l'empirisme. C'est explorer une chose nouvelle sur un modèle. Si ce que je pense est exact, si je fais ça, et si le modèle est bon, alors il doit se passer ça. Sinon, le modèle n'est pas bon. C'est l'expérimentation. Et en dernier lieu, la prise de risque individuelle. Alors vous me direz, la prise de risque individuelle, quand on explore le nouveau, ça on s'y attendait. Mais alors, ça voudrait dire que le mode automatique, lui, il est certain, il est sûr de ce qu'il fait. Oui, mais en sport, on dit on ne change pas les équipes qui gagnent. Enfin, quand même, quand elles perdent, il faut peut-être quand même changer des trucs. Et justement, le mode adaptatif est là pour réduire le risque. Un certain Václavic, un psychiatre américain, disait « Quand on est en difficulté, la pire des choses, c'est de toujours faire la même chose. » Parce qu'il y a une seule chose qui est certaine quand on est en échec, c'est que continuer ce qui a produit l'échec ne marchera pas. N'importe quoi d'autre a une chance. C'est pour ça que l'innovation, si risquée soit-elle, est toujours moins risquée que la persévérance quand ça ne marche pas. C'est Einstein qui disait, je crois, que continuer à faire toujours la même chose en espérant qu'on va obtenir un résultat différent, c'est la marque de la folie. Exactement. Pire que la folie, la bêtise. La folie, justement, risque. Donc, d'un certain point de vue, à un moment donné, le fou du roi, aider le roi à changer d'opinion. Le pire, c'est la routine, quand elle ne marche pas. Le fou du roi, il terminait pendu quelquefois. Parfois, c'est vrai. Mais il avait une chance de s'en tirer quand même. Alors, donc, puisque Molière, par exemple, a su être le fou du roi et le distraire. Et on va dire que... Alors maintenant, si on va plus loin, les connaissances sur le cerveau, les connaissances sur les comportements sont extrêmement nombreuses. J'ai pris cet exemple pour illustrer, parce que quand on applique ça dans le domaine décisionnel, en entreprise, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la psychologie, aider quelqu'un à faire de la résilience. Le deuil, c'est le temps qu'il faut pour sortir du refus de l'existant. Il s'est passé quelque chose qui nous perturbe, qui nous agresse, qui nous fait mal, qui nous traumatise. Le deuil, c'est le temps de la résilience. Les techniques de psychothérapie cognitive permettent d'accélérer considérablement ce temps pour passer plus vite dans la capacité à rebondir. Ce qui marche au niveau de l'individu marche aussi au niveau des collectifs. Autrement dit, ce qu'on sait faire aujourd'hui dans des processus extrêmement compacts, c'est accompagner des individus, des organisations, des institutions à faire des mutations qui autrement prendraient beaucoup de temps, voire qui ne se produiraient pas. On peut penser au Moyen-Âge qui a duré quand même 1000 ans. Ça pourrait aller plus vite parfois. Donc on va dire les sciences du comportement aujourd'hui sont théoriquement à même
de prendre en charge les problématiques que notre société rencontre. Vous savez, le GIEC, climatologue, le groupement intergouvernemental plutôt, d'évaluation du climat, pronostique un certain nombre de choses. Et on sait que ça fait déjà 30 ans que tous ces travaux sont compactés. Donc on nous annonce des choses qu'on appelle des trajectoires. Donc la science ne vous dit pas ce qu'il faut faire, elle vous dit juste si vous faites ça, il va se passer ça, si vous faites ça, il va se passer ça, comme chez le médecin. Ce qui coince aujourd'hui, on le sait tous, c'est ni la connaissance du sujet, plus ça avance, plus on sait ce qui va se passer, avec des variantes, mais à la marge, plus on sait comment il faudrait faire. On peut l'évaluer, on peut même le chiffrer, et pourtant on constate qu'il y a des choses qui se font et d'autres pas. Enfin, on en fait, mais pas assez vite. Il y a un truc qui bloque, c'est le comportement. Et ce sur quoi, justement, personnellement, ça fait quelques années déjà que je le prépare et qu'on est quelques-uns à s'être lancés dedans, c'est de lancer un manifeste pour créer un GIEC du comportement, un GIECO. On l'a lancé officiellement il y a 2 mois. On a déjà 200 signataires parmi les grands patrons et les chercheurs du monde entier dans les 15 ou 20 disciplines qui traitent du comportement. Ça va des neurosciences en passant par la psychiatrie, la psychologie, la sociologie, jusqu'à la pédagogie, le management, l'éthologie, l'étude des comportements des animaux en milieu sauvage, l'anthropologie et beaucoup de disciplines. Beaucoup de connaissances qui communiquent peu entre elles. Et si les climatologues depuis 30 ans ont donné un message intelligible, consensuel ou presque, si la médecine avec l'OMS et depuis Hippocrate, depuis longtemps, s'est réunie pour libérer des messages intelligibles, le comportement ne donne pas aujourd'hui de message intelligible. Et c'est probablement la raison pour laquelle le comportement est le grand facteur limitant. Donc voilà, c'est pour donner cette idée. Derrière ça, évidemment, il y a des applications. Ça veut dire que si je devais donner l'image de la connaissance, aujourd'hui, l'arbre de la connaissance, dans beaucoup de domaines, il est à la fois au bout des branches et il est aussi au niveau de constitution, ce que je pourrais appeler du tronc de la connaissance, une connaissance agrégée, robuste, acquise, solide, qui peut être transférée dans la technologie, dans la santé, dans des tas de domaines. On n'a pas l'équivalent au niveau du comportement qui est réalisé. Il y a des gens qui essaient de le faire, j'en fais partie, beaucoup d'autres en font partie. Mais ça donne un message assez dissonant. Et tant que le message est dissonant, c'est relativement difficile pour des décideurs politiques ou économiques de savoir ce qu'il faut faire. Mais s'il y a besoin d'un GIECO, c'est que le GIEC a échoué ou pas, Jacques? Non, c'est parce qu'il lui manque une tête. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vous donne des trajectoires, mais comment on évalue ce qu'il faut faire? Si je devais donner une autre comparaison que le tronc, qui est la connaissance agrégée, les livrables que nous livre le GIEC, c'est-à-dire des outils lisibles, des trajectoires pour les produire, il faut beaucoup de travaux. Mais une fois qu'on a ça, c'est lisible. L'équivalent pour les comportements, c'est si on fait ça, voilà ce qui va se passer sur l'éducation, sur les grands processus décisionnels, si on met des fiscalités adaptées au développement durable, voilà ce qui peut se passer. Si on ne le fait pas, voilà ce qui va se passer. Parce que les comportements humains sont largement traçables. En réalité, on les a crus très irrationnels ou on les a crus trop rationnels. En fait, ils sont prédictibles, mais pas complètement rationnels, parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a des processus hérités de l'évolution. Un truc vraiment essentiel sur lequel on a beaucoup travaillé à l'IME dans notre laboratoire psychologie et neurosciences, c'est le rapport de force, dominance-soumission. On a cru que c'était d'abord chez les mammifères que ça existait, que nous, on était au-dessus de ça. Alors, ce n'est pas complètement faux. Plus le temps passe, travaux de Steven Pinker, par exemple, un très beau livre, La part d'ange chez nous, montre qu'on n'a jamais été aussi paisible, aussi coopérant, aussi empathique, aussi généreux, aussi intelligent, aussi prédictif qu'aujourd'hui dans l'histoire du monde. Mais pour autant, l'histoire du monde s'accélère. Comme vous le savez, on a de moins en moins de temps vis-à-vis du réchauffement climatique pour être encore plus intelligent. Et puis on sait que si ça s'arrange, on est quand même très nombreux. Et puis il y a quand même, si on peut dire, des trous dans la raquette. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de guerres, beaucoup de calamités, si on peut dire, sur Terre. Donc ça va mieux, mais c'est quand même pas complètement ça. Il nous manque un GIEC du comportement. Et ce GIEC du comportement est censé venir ajouter quelque chose. Alors je voulais prendre l'exemple de l'architecture, et puis après, peut-être qu'il faut quand même qu'on regarde un peu le temps. Je vais, Jacques. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Si je prends l'exemple de l'architecture, l'idée, c'est souvent, par exemple,
la politique. La politique, c'est quelque chose qu'on choisit quand on vote. En économie, une entreprise fait des choix stratégiques. Et là aussi, on fait des choix qui sont dans une large mesure de notre liberté d'exister, de produire, etc. Et puis, on voit bien qu'à certains moments, on atteint des limites qu'on connaît depuis toujours. C'est la toxicologie, c'est le droit de chacun de vivre, donc l'interdit de la République. Vous savez, la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Jusqu'où peut-on réguler ou pas? Mais je pense qu'il y a des domaines où c'est très clair. Dans l'architecture, il y a un domaine qui relève de l'architecte, du client, des bâtiments de France, de ce que vous voulez, qui est la partie de choix. Quel bâtiment, quelle esthétique, quelle fonction, etc. Puis il y a une autre partie qu'on ne discute pas, ça relève de l'ingénieur. Comment on fait les piliers, quel type de matériaux on choisit pour isoler, pour que ça tienne debout, pour que ça réponde au cahier des charges. Eh bien, au fond, dans le domaine du cerveau, il y a des choses qu'on peut choisir, il y a d'autres choses qui relèvent de l'ingénieur. Il y a des choses sur lesquelles, au fond, on croit qu'on peut choisir, mais non. Et si je reprends l'exemple de dominance-soumission, on a fait des études, par exemple, avec le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, comparative homme-singe, sur des processus de résolution de problèmes ou de décision. Donc sur des écrans d'ordinateur, les singes se débrouillent très bien, on ne croirait pas comme ça. Ils font des tas de trucs comme nous, même des rats y arrivent. Sur des ordinateurs, par exemple, à se repérer dans des labyrinthes virtuels, on ne croirait pas à quel point nos petits mammifères à quatre pattes se débrouillent. Alors, avec le singe, quand on prend des singes dominants, vous voyez, dans un mâle alpha, ou femelle d'ailleurs, puisqu'il y a des dominants aussi chez les femelles, chez le singe, et chez l'humain aussi d'ailleurs. Donc c'est pas réservé, c'est pas les hommes sont dominants et les femmes sont soumises, ça c'est heureusement pas le cas. Donc je dirais, voilà, les dominants, quand on les met à résoudre des problèmes et qu'ils peuvent observer un autre à côté d'eux, les dominants apprennent du succès des autres. Intéressant. Et par contre, les soumis, plus nombreux, beaucoup plus nombreux, voilà, n'apprennent pas du succès des autres. Probablement parce que dans leur tête, ils se disent « c'est pas pour moi, j'y arriverai pas ». Et on ne regarde même pas, ça se brouille, le regard se brouille. À l'opposé, l'échec, le sien ou celui des autres, apprend à tout le monde. On pourrait se poser la question, est-ce qu'à l'école, on ne ferait pas mieux d'apprendre plus de l'échec que du succès? Ça a été fait, hein, et ça marche. La question, c'est donc les travaux de Olivier Houdet, quelqu'un avec qui je commence à travailler. On a une thèse en commun qui va démarrer prochainement. C'est pareil chez l'humain. Est-ce qu'on apprend l'esprit critique? On s'aperçoit que quand on apprend l'esprit critique à remettre une évidence en cause, eh bien on s'aperçoit que tout le monde y parvient, si on pose bien les questions. Donc les questions de QI, de sélection des meilleurs, c'est peut-être juste une erreur historique. En fait, on peut rendre tout le monde intelligent si on s'y prend bien. C'est la bonne pédagogie, le bon management. Donc ça résout quand même beaucoup de sujets, si on veut bien se poser la question. Donc en fait, on sait plein de choses. Ça relève de l'ingénierie, si on s'y prend comme il faut. Plein de choses qui paraissaient impossibles deviennent possibles. Ou à l'inverse, d'autres qu'on croyait possibles. Par exemple, apprendre du succès. Hein, le management, l'apprentissage par l'excellence, ça ne marche pas. Ça sélectionne des dominants. Alors, c'est bien d'avoir des dominants pour faire la guerre, pour aller au combat, etc. Mais parfois, pour faire la paix, c'est pas si sûr. Ils ne sont pas câblés pour. Et qu'est-ce qui rend dominant? On n'est pas dominant à la naissance, on le devient parce qu'on gagne des combats. Donc on sélectionne des comportements de combat. C'est bien pour faire la guerre. Encore que, parfois, si c'est la guerre pour la paix, c'est moins sûr. Donc on va dire qu'il serait peut-être plus sûr de faire des grandes écoles dans lesquelles on fasse un autre type de leadership, un autre type de pédagogie qui sélectionne des gens dont la préoccupation est plus de coopérer que de combattre. Voilà, c'est juste pour dire que si on s'y prend d'une certaine façon, ou les jeux vidéo pour les enfants, quand on passe sa vie d'enfant à se battre avec des clones, avec tout ce qu'on veut, avec des zombies souvent. Voilà, des zombies, etc. Eh bien, pour développer l'empathie, c'est pas terrible. Et je prendrai donc l'exemple à l'inverse finlandais ou suédois. Cours d'empathie, c'est quoi un cours d'empathie? On apprend des enfants, on incite des enfants à parler de choses intimes. Et ils n'ont pas le droit de commenter, ils n'ont pas le droit de colporter. On apprend l'intimité, la confidentialité partagée. Mais par contre, si ça leur produit des choses en eux, ils ont le droit d'en parler. Donc au départ, il n'y en a pas beaucoup qui parlent, c'est un peu toujours les mêmes. Et puis progressivement, tout le monde s'y met. Et puis on s'aperçoit que l'agressivité dans les cours d'école disparaît, que la coopération dans les classes augmente. Bref, notre cerveau fait ce qu'on lui demande à condition de savoir quoi lui demander et comment.
L'idée du GIECO, c'est de partager ces connaissances, de les rendre applicables pour tout le monde. Comme l'OMS nous donne, je ne sais pas, pour des voyagistes, des informations précises sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter certains risques. Le GIEC du comportement, c'est juste de rendre accessibles les connaissances issues des milliers, enfin des dizaines de milliards d'euros investis sur toutes ces disciplines. C'est quand même dommage de les laisser mourir dans des placards. Donc voilà, c'est ça. Il faut savoir, pour terminer sur ce sujet, puis après on rebondira dans les questions-réponses, le GIEC du climat, ça coûte 6 millions d'euros par an au niveau du monde. C'est une paille. Ce serait quand même bête de s'en priver, parce que c'est quand même le pare-brise du monde. Sinon, on travaille dans le rétro. Les big data, ça donne l'image du passé, ça ne donne pas le futur. Pour faire du futur, il faut de la science. C'est pareil pour les comportements. Allez, un GIECO, ça va peut-être coûter 6 à 10 millions d'euros. C'est une paille pour le monde. Il va bien falloir trouver les moyens de le faire financer. Pour ça, il faut d'abord dire qu'on en a envie. C'est pour ça qu'il faut aller signer, qu'on soit scientifique ou pas, le manifeste du GIECO. C'est une première chose que je vous invite à faire. Et puis progressivement, on va aborder comment y participer. Il y a aussi, bien sûr, des financements pour ces choses-là, privés, avant que le public ne s'y mette. On sait bien que c'est le privé, la plupart du temps, qui initie les choses. Parce que le gouvernement, la plupart du temps, en France, et les gouvernants dans le monde, ils disent oui, mais vous savez, on ne sait pas, il faudrait d'abord que vous démontriez. Donc, il faut s'engager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont engagés. Les climatologues qu'ont fait le GIEC, ils se sont d'abord mouillés individuellement, ils ont d'abord trouvé les moyens de montrer un certain nombre de choses, et après, on a pu créer le GIEC. Donc voilà, c'est un peu ça. Jacques, juste un petit mot avant de terminer, et surtout de donner la parole à Nadia. Je voudrais que vous nous racontiez en quelques mots l'expérience que vous avez vécue avec l'armée de l'air. Vous avez travaillé de près avec l'armée de l'air, notamment sur le comportement des pilotes de chasse. Et ce que vous m'avez raconté quand on a préparé était absolument passionnant. Alors, il y a énormément de sujets, bien sûr, qu'on pourra aborder tout ça. J'ai coopéré, enfin, l'Institut, le laboratoire psychologie et neurosciences de l'Institut de médecine environnementale a coopéré pendant 8 ans avec l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, plus précisément l'IMASA. Enfin, c'est une des sous-entités. Sur le stress des pilotes de l'armée de l'air et des personnels navigants plus largement et de l'aéronaval aussi, sur qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation imprévue. Vous imaginez qu'un pilote, on va dire civil, l'imprévu, on fait tout pour ne pas l'avoir, mais dans l'aviation militaire, l'imprévu, c'est juste normal. Quand vous êtes en combat aérien, que vous cherchez à éviter un missile thermoguidé, vous imaginez qu'il est d'une extraordinaire agilité, ce missile, puisqu'il vous accroche à la chaleur du réacteur. Donc pour échapper, il faut faire des choses théoriquement interdites, c'est-à-dire à la limite de portance de l'avion pour faire des choses que peut-être le missile ne parviendra pas à faire. Donc faire des choses plus imprévues, plus surprenantes. Donc il faut être en mode agile. Et pour ça, donc, comme on est aux limites des procédures, à un moment donné, il faut donc des méta-procédures, des procédures psychologiques qui leur permettent de zapper sur le mode adaptatif. Et on peut faire un petit exercice qui fait partie de la liste qu'ils ont appris, c'est celui du mélomane. Juste histoire de voir ce que ça peut donner en concret. Vous allez voir, ça se fait en quelques instants. Mettez-vous dans la posture dans laquelle vous seriez si c'était un orchestre qui était derrière. Ça va s'ouvrir d'ailleurs. Vous allez juste avoir un orchestre, préparez-vous. Essayez d'imaginer que vous êtes en train d'écouter les bruits. Donc nous allons faire à 2 voix, puisqu'on avait prévu de faire de la polyvocalité corse. Et polyphonie voilà, corse, polyphonie merci, corse, ça on pas va le cadeau. se lancer ainsi et parler. Voilà. Et donc vous essayez d'écouter tous les sons, ceux de nos voix, mais également les respirations, les petits bruits que vous pouvez avoir en mode symphonique. Vous mettez votre cerveau en haut débit, fermez les yeux, c'est un peu plus facile. Vous accueillez tous les sons qui viennent en symphonie, simultanément. Vous ne cherchez pas à les contrôler. Eh bien, vous allez voir que quand on se met en mode mélomane, c'est la même chose que si on fait de la méditation. Sauf que pour un occidental, c'est plus facile. C'est plus dans notre culture. Mais en fait, vous faites de la méditation pleine conscience. Vous vous mettez en mode haut débit. Vous mobilisez la partie antérieure du cerveau, le cortex préfrontal qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en fait, ça nous détend. On pourrait se dire, faire bosser le cerveau à fond, puisque en imagerie tout s'allume, si je peux dire, ça va être fatigant. Pas du tout, ça détend. En fait, ce qui détend, c'est d'avoir la bonne posture au bon moment. Vous êtes dans un restaurant avec des amis un soir où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, vous parlez avec eux, ça vous détend. Mais en réunion professionnelle, comité de direction, groupe de travail, tout le monde parle en même temps, ça ne vous détend pas. Parce que dans un mode, vous êtes en mode adaptatif, en mode global.
symphonique. Et donc, ça vous détend d'avoir du monde. Un restaurant où il n'y a personne, c'est plutôt crispant parfois. Ce n'est pas le cas dans une réunion de travail. Mais en fait, si vous changez de mode, vous allez vous rendre compte qu'on peut aussi gérer une réunion de travail où tout le monde part en même temps. Elle ne travaille pas moins bien, elle travaille différemment. Et ce n'est pas pour faire les mêmes choses. Donc, savoir zapper pour prendre des bonnes postures au bon moment. Eh bien, pour les pilotes, c'est la même chose. En 1 seconde ou 2, avec des exercices sur lesquels ils sont entraînés, ils arrivent à changer de posture pour passer du mode automate, où il faut être compétent tout de suite, précis, sur un mode agile, sur lequel il faut être prompt à pouvoir changer de stratégie. Ce qui stresse, c'est de ne pas savoir le faire au bon moment. Donc il y a plein de stratégies pour gérer plein de problèmes collectifs et individuels. Notre idée, c'est de dire que de trésors cachés. Et si on a tant de problèmes avec les comportements aujourd'hui, c'est qu'on a oublié de mettre quelques chefs d'orchestre et puis de former un petit peu plus les instrumentistes. Merci Jacques. Jacques Fradin. Merci. Nadia, c'est votre tour. Je vous laisse aller vous installer. Nadia Guini va vous raconter son histoire, ce qui lui est arrivé. Et vous allez voir, c'est étonnant et passionnant. Nadia. Merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Jacques nous a parlé du cerveau. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle, une expérience de résilience. Il y a quelques années, enfin ça fait maintenant 10 ans, le temps passe très vite, j'étais directrice de la communication dans un grand organisme et j'ai vécu quelque chose qui, à l'époque, était assez peu répandu et qui maintenant, malheureusement, est presque quelque chose de banal. J'ai vécu un burn-out, un très violent burn-out et qui m'a amenée vraiment à être confrontée à qui je suis, comment je fonctionne. Et surtout, la médecine n'avait rien à me proposer, donc il a fallu que je fabrique mon propre parcours de guérison. Et à l'issue de ce parcours-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pépin et les pépites », parce que, en fait, pour moi, derrière chaque pépin se cache une pépite. Ça veut dire que derrière une épreuve, il y a toujours une opportunité. Moi, j'appelle ça le cadeau. Alors, des fois, le cadeau, il est bien caché, hein, j'en conviens. Il faut le chercher patiemment, il faut le chercher parfois longtemps. Mais finalement, la résilience, pour moi, c'est ça. C'est le fait de faire face à une épreuve, de la traverser sans complètement sombrer, ou en tout cas de la traverser, je dirais même se laisser traverser par elle, et puis en ressortir plus fort encore. Et faire du burn-out une chance, parce que c'est le sous-titre auquel je tenais beaucoup, c'est évidemment pas faire la promotion du burn-out, c'est pas la question, mais c'est finalement changer de point de vue. C'est passer du feu qui consume, qui grille, qui réduit en cendres, parce que c'est ça un burn-out, passer de ce feu-là à un feu qui purifie, qui nettoie et qui finalement génère un processus de transformation presque alchimique. Parce que pour moi, guérir, c'est ça, c'est pas juste la disparition des symptômes, c'est la transformation physique, mais aussi émotionnelle et quasiment spirituelle. J'avais envie de... Alors évidemment, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça a même précisément, pour moi, pris 4 ans pour me reconstruire. Alors, évidemment, je n'ai pas mis ma vie entre parenthèses pendant ces 4 ans. Au bout de 8-9 mois, j'ai commencé là où j'en étais, c'est-à-dire très handicapée. J'ai commencé pas à pas à me reconstruire et à reprendre le fil de ma vie. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est que finalement, ce qui m'a permis de renaître, c'est le fait de mobiliser mes ressources intérieures. Et ça, je pense qu'on peut tous le faire. C'est tous à notre portée, que l'on vive un burn-out ou pas. On peut tous le faire, même si on ne le sait pas que c'est possible et même si on croit que ça n'est pas possible. Je commencerai par le moment de la crise. Parce qu'en fait, finalement, un burn-out, c'est quoi? C'est un mot qui est tellement galvaudé qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Le burn-out, c'est quand finalement le travail envahit toutes les dimensions de notre vie. C'est la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est le psychisme, c'est le physique, c'est l'émotionnel. Et à un moment,
eh bien, on se retrouve un petit peu comme le hamster dans sa roue, voyez. Donc, et en fait, le hamster, il ne peut pas s'arrêter parce que s'il s'arrête, il tombe. Et dans ces moments-là, généralement, la stratégie qu'on a, c'est de faire encore plus pour atteindre ces objectifs. Alors, il faut dire que le monde dans lequel on vit, c'est un monde très exigeant, qui demande toujours plus vite, et qui a de fortes exigences en termes de performance. C'est vrai. Il se trouve qu'en plus, quand on est français, et ça les études internationales le montrent, il y a une spécificité, c'est que le travail est un élément de réalisation personnelle. Donc, perdre son travail, c'est la chose la pire qui puisse nous arriver. Ouais, c'est la chose la pire. C'est pire que perdre sa santé. Ça, c'est très français, Nadia ? C'est très français. En fait, il y a un comparatif sur le rapport des Français au travail. Et c'est jamais agréable de perdre son travail. Mais en France, quand on perd son travail, on est déclassé. Socialement, on n'existe plus. Et moi qui suis consultante en entreprise et que j'interviens beaucoup sur la prévention du burn-out et la gestion du stress, eh bien, je me rends compte que les gens, en fait, sont prêts, même inconsciemment, à mettre leur santé en péril plutôt que d'affronter la possibilité, le risque de perdre leur travail. Donc, pour peu qu'on soit perfectionniste avec un haut niveau d'exigence, qu'on soit qu'on n'accepte pas l'idée de l'échec et que le regard des autres sur notre compétence soit très important, bah, finalement, on a le portrait type pour exploser en plein vol. Et c'est ça, le burn-out. Face à cette charge mentale, bah, notre cerveau, il ne sait plus gérer. Et en fait, au moment où on aurait besoin de lever le pied, de prendre du recul, on fait précisément l'inverse, ce que disait Jacques tout à l'heure, on fait toujours plus de la même chose, puisque notre cerveau, il est conditionné. Surtout quand on fait un burn-out, ce sont les gens qui sont très investis dans leur travail, qui n'ont jamais connu l'échec. Donc, ce qui a toujours fonctionné, pourquoi on l'arrêterait ? Et puis, c'est surtout qu'on ne sait pas faire autrement. Donc, on continue au moment où il faudrait faire quelque chose de complètement différent. Alors, dans mon cas, mon corps a lâché, mon esprit a lâché, et mon burn-out, il a pris une forme singulière. Enfin, de toute façon, ça prend toujours une forme singulière. Le burn-out n'est pas une maladie, c'est un syndrome qui va se traduire d'une façon différente pour chacun, en tout cas au plan physique. Et dans mon cas, ça a pris la forme d'une maladie orpheline. Alors, qui dit orpheline, ça veut dire on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas le guérir. Il n'y a pas de traitement curatif. Et dans mon cas, eh bien, c'était des spasmes, c'était des postures anormales, c'était toute la motricité supérieure du corps qui avait bugué, ce qui rend la vie quotidienne très compliquée parce que d'abord, vous ne pouvez pas rester debout. Le simple fait de marcher, de descendre un escalier est très compliqué parce que vous ne savez pas si votre pied est sur la marche à côté. Vous avez l'impression d'avoir 80 ans, alors que moi j'en avais 42 à l'époque. Donc je sais ce que c'est par avance que de vivre le grand âge. C'est un avantage peut-être. En tout cas, c'est évidemment extrêmement violent. Et à ce moment-là, eh bien, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que le burn-out, c'est une catastrophe. Et en même temps, je suis aussi une adepte du « et en même temps ». Et en même temps, ça peut être aussi une belle opportunité. Une opportunité pour se remettre en question, c'est-à-dire se mettre en questionnement et s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, un autre regard sur soi-même, sur les autres et sur les événements que la vie nous envoie. Et pour moi, la résilience, c'est un peu symbolisé là, par cette fleur au milieu du macadam. La résilience, ça passe d'abord par des changements de paradigme, c'est-à-dire donc un changement de vision, de focale sur ce que je vis et sur qui je suis. Je reprends Einstein tout à l'heure, vous le citiez, il dit que on ne peut pas prétendre résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a contribué à générer ce problème. Eh bien, pendant 4 ans, le temps de ma guérison, j'ai eu largement le temps de mettre ça en pratique. Et donc, j'ai envie de partager avec vous quelques changements de paradigme qui m'ont véritablement permis de guérir.
Pourquoi j'ai envie de les partager avec vous? Parce que, au-delà de l'expérience personnelle que j'ai vécue, je reste convaincue aujourd'hui que ce changement de posture interne, ce changement de philosophie, a quelque chose de presque de transférable. En tout cas, j'espère que peut-être il aura une résonance, un écho pour chacun de vous. Alors, quand j'ai été arrêtée pendant plusieurs mois, je n'ai eu qu'une obsession qui était guérir. Guérir, c'était pour moi la seule chose imaginable, puisque je ne pouvais pas imaginer de rester dans l'état dans lequel j'étais. Et le premier changement de paradigme auquel j'ai été confrontée, c'est que la maladie n'est ni une fatalité, ni un hasard, ni une malchance. Alors je sais que là déjà, peut-être pour certains on va dire tiens, c'est bizarre. Non, pour moi, la maladie, c'est... Enfin, je sais que généralement on dit il faut se battre contre la maladie, il faut lutter contre elle. Mais je vous assure que quand vous faites un burn-out, vous êtes grillé, vous êtes consumé. Et quand vous n'avez plus d'énergie, si le peu qui vous reste, vous le mettez à vous battre contre, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, je me suis dit, un peu comme Mère Teresa qui disait, vous ne me ferez pas défiler contre la guerre, par contre, je veux bien défiler pour la paix. Et ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, je vais me battre pour ma guérison. Et ça, c'était d'autant plus évident pour moi que je me suis fait une autre définition de la maladie que celle que l'on se fait couramment. Et c'est un écrit d'un neurophysicien, d'un neuroscientifique qui s'appelle Denis Beda, qui est aussi un spécialiste des processus cérébraux et qui travaille beaucoup aux États-Unis, il fait des recherches très poussées sur le cerveau dans des laboratoires. Et lui dit que la maladie, en fait, c'est... Alors, je vais vous le lire. La maladie, elle traduit un conflit psychologique qui va avoir des conséquences au niveau vibratoire puis au niveau physique. Ça veut dire que, en fait, même si ça se traduit dans le corps, ça n'est qu'une conséquence. Ça commence là. Ensuite, ça, voilà, je le montre là, parce qu'au niveau énergétique et vibratoire, ce n'est pas encore dans la matière, mais l'étape d'après, c'est là. Donc, en fait, c'est un processus. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans cette histoire, c'est que, en fait, la maladie, le symptôme, est un révélateur. Et il vient pour nous dire quelque chose. Ce qui veut dire qu'on peut considérer que la pathologie, la maladie, c'est une messagère. Ce n'est pas parce que le message n'est pas sympa qu'il faut tuer la messagère. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais à prendre de ce message-là. Et dans mon cas particulier, eh bien, le message était qu'à ce moment-là de ma vie professionnelle, je n'étais plus en accord avec ce à quoi j'aspirais, avec qui j'étais. Voilà, je n'étais plus congruente, j'étais désalignée et que finalement, ma pathologie, elle venait me parler de ça. Parce que le corps a une intelligence, mais exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il ne fabrique pas n'importe quelle pathologie par hasard. Alors ça aussi, ça peut paraître un petit peu incroyable, mais en fait, il y a une symbolique. Les Chinois le savent très bien parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, les organes sont corrélés à des éléments plutôt émotionnels et psychologiques. Et donc, je me suis dit, cette maladie, plutôt que de me battre contre, je vais l'accueillir, l'accepter et comprendre le sens qu'elle vient me donner, quel message j'ai à comprendre pour savoir pourquoi ça se passe de cette façon-là dans mon corps, dans ma vie à ce moment-là. Alors je peux tout à fait concevoir que ce que je vous dis là, ça heurte, ça choque, ça étonne. Est-ce que je continue ? Ouais. Le deuxième changement de paradigme, c'est je décide de guérir. Je décide de guérir, c'est-à-dire que pour moi, j'ai posé cette intention-là de façon irrévocable. Et pourtant, maladie orpheline, le neurologue qui me suivait m'a dit la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit d'un air un peu excédé, bon, c'était la fin de la journée, il était fatigué, mais il m'a dit
Madame Guigny, je crois que vous n'avez pas compris, mais quand vous me demandez combien de temps ça va durer, vous allez vivre avec ça toute votre vie. Et moi, j'étais devenue handicapée, avec une reconnaissance travailleur handicapé. J'étais vraiment très mal en point. Et vivre comme ça ne m'intéressait pas. Donc, ça n'était pas concevable. Ça m'a mis très en colère. L'avantage de la colère, c'est que quand elle n'est pas dirigée contre les autres, mais ça devient une colère saine et ça permet de souffler sur les petites braises qui restent encore et ça permet de se mettre en chemin. Et moi, j'ai décidé de guérir parce que je me suis souvenue d'une chose, c'est que le corps, il a un pouvoir d'auto-guérison incroyable. Et que si je m'y prenais bien, eh bien, j'allais pouvoir peut-être stimuler ce pouvoir d'auto-guérison. Et j'avais lu quelque part que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui est symbolique, ce qui est imaginaire, ce qui est virtuel, et que donc on pouvait sacrément le leurrer. D'ailleurs, on l'expérimente tous. Quand on va au cinéma ou qu'on regarde un film à la télévision, si vous regardez un film gai, vous riez, un film triste, vous pleurez, un film d'horreur, vous frissonnez, vous criez, alors que ce ne sont que des pixels sur une toile blanche. On est bien d'accord. Donc je me suis dit que si mon cerveau il pouvait réagir d'une façon finalement très bizarre, dans des circonstances aussi anodines qu'aller au cinéma, j'allais peut-être pouvoir moi me servir de ça pour guérir. Cet état de certitude, il m'a habité dès le départ. Alors, pour être très honnête avec vous, je l'ai gardé au fond de moi. J'ai couvé ça de façon très, très précieuse. Je n'avais pas envie d'en parler, d'abord parce que je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, et puis j'avais peur de paraître présomptueuse. Et vu l'état dans lequel j'étais, j'avais un peu peur de générer des ricanements ou un peu de commisération en disant « bon, la pauvre, si ça l'aide à survivre, ok, d'accord, on ne va pas la détromper ». Le troisième changement de paradigme, c'est je suis mes intuitions, je fais confiance à mes émotions et je décide d'être créative. Alors, je sais bien que les émotions et l'intuition, dans le monde de l'entreprise, ça, c'est pas bien vu. Il ne manquerait plus qu'on prenne des décisions sous le coup de l'émotion. Donc, les nombres de dirigeants qui disent « moi, je prends des décisions, je n'ai pas d'état d'âme ». Dommage, on peut faire des belles choses avec les états d'âme. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qui aussi est considéré comme bon, allez, au doigt mouillé, je prends ma décision comment, c'est un peu le coup de poker. En fait, Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique, a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, et dans lequel il réhabilite complètement et les émotions et l'intuition. Et suivre son intuition, eh bien, ça permet de savoir ce dont on a besoin, de faire les bons choix. En l'occurrence, moi, j'ai décidé de suivre mon intuition pour guérir. Je vous ai dit tout à l'heure que travailler sur le sens de ma pathologie, ça m'avait permis de comprendre pourquoi j'en étais là. Mais une fois qu'on sait pourquoi, on se dit, et maintenant, comment je fais pour guérir ? Alors, comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai été audacieuse. Je suis sortie des chemins balisés, parfois très, très loin de la médecine conventionnelle. J'ai expérimenté pas moins d'une trentaine de techniques de soins très différentes. Des soins qui agissent à la fois sur le physique, sur le mental, sur l'émotionnel. Alors, pour vous en citer quelques-uns, la médecine traditionnelle chinoise, qui va bien au-delà de la simple acupuncture que généralement on connaît, l'ostéopathie crânio-faciale, la chiropraxie énergétique, la thérapie par les aimants, les thérapies vibratoires, les constellations familiales, le rebirth, les tapis d'acupressure, j'en passe, et des meilleurs. Et dans le livre, je ne parle pas de tout parce que j'ai même fait des trucs très bizarres. En sortant, je me disais, oh, là, ça, j'en parlerai pas parce que c'est juste pas possible. On va me dire, elle a perdu la raison. Donc, il y aura forcément des questions dessus, Nadia. En fait, je suis devenue mon propre cobaye
mais hautement consentante, hein, donc ça fait toute la différence. Et la créativité, ça m'a permis de chercher des solutions auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. En fait, c'est quoi la créativité? C'est, je mets un peu en sommeil mon cerveau gauche, enfin l'hémisphère gauche de mon cerveau intelligent, celui qui est rationnel, et je vais donner un peu plus la parole à mon hémisphère droit, émotionnel, relationnel, intuitif. Et ça veut dire que je passe de je raisonne, hein, R-A-I, au sens rationnel, à je raisonne. Je me mets en résonance, je me mets en écho, je me mets en connexion avec la partie la plus intime de moi, qui est peut-être la partie la plus intelligente, parce que celle-là, elle ne se raconte pas d'histoire. Et mon corps savait exactement de quoi il avait besoin. C'était vraiment très important. Je garde un souvenir très, très ému de cette période-là. C'était l'antithèse de la période qui m'a conduite au burn-out. Dans cette période-là, on fait l'autruche, on met la tête dans le sable, on est complètement sourd aux signaux faibles, on n'en tient pas compte, on se dit oui mais c'est bon, non mais ça va aller, je vais tenir, parce que de toute façon j'ai toujours tenu, donc ça va cette fois-ci encore marcher. Et là, tout d'un coup, j'étais vraiment en connexion avec ce que je ressentais, avec qui j'étais. Et parfois encore aujourd'hui, je me prends à me dire « Ah, c'était bien quand même cette période-là. » Et pourtant, Dieu sait si je ne tenais pas debout. Et finalement, c'est ça, cette reconnexion avec moi-même qui m'a permis de me réunifier et donc de me réaligner. Et comme j'avais un problème de posture, de spasme, et j'étais un peu en mode, vous savez, danseuse balinaise, là, un peu tordue comme ça, sauf en permanence avec des spasmes. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me réaligner et physiquement, à retrouver ma verticalité. Donc j'ai commencé à guérir à partir de ce moment-là. Le 4e changement de paradigme, et ce sera le dernier, j'ai pratiqué la psychologie positive. Alors, je ne vous parle pas de la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, ça va marcher, je vais guérir. Oui, oui, je sens, je sais. Et puis en fait, je ne crois pas du tout. Ça, c'est comme une goutte d'huile sur une toile cirée. Ça ne laisse pas de traces. Donc, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de l'approche qui a été popularisée par Martin Seligman aux États-Unis. La psychologie positive, c'est davantage je crois que je vais guérir. Je me mets même dans l'état dans lequel je serai quand ce sera déjà arrivé. Donc, je fais comme si c'était déjà là et je ressens déjà par anticipation ce que je ressentirai au moment où je serai guérie. Je sais, ça peut paraître un peu space, mais comment on ça fait marche ça drôlement bien. Comment on fait? C'est, je me visualise, je me vois, je me pense, je me ressens déjà guérie. Et quand vous êtes mal, vous pouvez focaliser sur ce qui ne va pas. Et quand vous êtes bien, dites finalement, comment je suis quand je suis bien? Qu'est-ce que je ressens physiquement? Qu'est-ce que je peux à nouveau faire? Comment je me sens émotionnellement? Eh bien, j'ai été explorer ça et j'ai vraiment mis ça en pratique. Ce qui est très intéressant, c'est que, et Jacques en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas juste un truc qu'on se raconte. L'IRM fonctionnel nous montre que sur des méditants, que sur des gens qui expriment et qui ressentent de la gratitude, il y a des zones bien particulières dans le cerveau qui s'activent et que ces zones-là, elles ont aussi un effet sur la chimie du cerveau, sur les hormones qu'on va déclencher, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les hormones du bien-être, et donc ça a aussi un effet sur la physiologie. Donc, on peut utiliser ça pour guérir. Alors, pratiquer la psychologie positive, ça aussi, ça se décide. C'est comme je vais guérir. Ça se décide parce que, en fait, notre cerveau, il n'est pas programmé pour ça à la base. Notre cerveau, il a un peu tendance à fonctionner un peu comme un velcro par rapport aux expériences négatives. Parce que historiquement, l'homme préhistorique, il était exposé à de nombreux dangers et focalisé sur le danger, ça permettait de créer les conditions de la survie. Alors aujourd'hui, on croise beaucoup moins de dinosaures et de mammouths. Enfin, vous, je ne sais pas, mais peut-être dans l'éducation nationale encore.
Et pourtant, notre cerveau archaïque, il fonctionne encore comme ça. Et notre cerveau, il fonctionne plutôt en mode téflon, hein, c'est-à-dire il n'adhère pas à tout ce qui est expérience positive. Donc, ça veut dire que ça doit se décider. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, on est tous capables de faire ça. Même si, c'est vrai, on n'est pas tous à égalité. Capital de départ n'est pas forcément le même pour tout le monde. Mais, alors, moi, j'avais des chiffres un petit peu différents de ceux de Jacques, mais parce que tout ce qui touche à l'optimisme, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études. Et concernant l'optimisme, les études disent, mais que ce soit 10% ou le chiffre que moi j'ai qui est 25%, l'optimisme, c'est 25% d'héréditaire, de génétique, d'inné. Alors on peut se dire, bah oui, mais alors moi je n'ai pas de chance, j'en fais pas partie, ces 25%, ils sont plutôt tombés sur les autres, mais pas sur moi. Alors c'est possible, on n'a pas tous le même capital de départ, mais l'épigénétique dont parlait Jacques tout à l'heure, c'est justement tout le reste, c'est-à-dire les 75%. Et les 75%, c'est constitué de notre éducation, de nos croyances, de nos pensées, et ça, on a complètement la main dessus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'on peut utiliser ça pour guérir. Donc tout n'est pas joué. Et les neurosciences et l'épigénétique nous disent qu'on a la possibilité de modifier nos comportements dans le sens que l'on souhaite. J'ai une phrase, moi, que j'utilise très souvent pour un peu résumer ça, c'est « Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. En revanche, je suis à 100% responsable de ce que je fais, de ce qui m'arrive. » Alors ça, c'est assez vertigineux parce que ça nous donne une grosse responsabilité, mais en même temps, ça veut dire qu'on peut agir, même quand on pense que tout est fichu et que ce n'est pas possible. Dans toute crise, il y a vraiment une occasion de transformation. Et on peut tous rebondir parce que nous avons tous les clés de la résilience en nous. Aujourd'hui, j'ai même de la gratitude pour ce qui m'est arrivé. D'abord parce que c'est derrière moi. Même si le profil type pour faire un burn-out, il est quand même... voilà, on ne se refait pas complètement. Hein. J'ai un peu upgradé le logiciel, mais ça reste quand même le même logiciel. Mais en fait, la femme que je suis devenue aujourd'hui, elle est née de cette histoire. Et j'aime bien la phrase de Nietzsche qui dit qu'il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Et je terminerai juste avec cette petite chose qui est, ne croyez rien de ce que je vous ai raconté, non pas parce que c'est faux, mais parce que rien ne vaut le fait de l'expérimenter soi-même. Nadia Guini, Merci. Merci beaucoup. Nadia, venez vous asseoir à côté de Jacques. Alors, on a prévu un temps où il y a évidemment un échange avec la salle et j'espère que ce que vous ont raconté Jacques et Nadia va susciter beaucoup de questions. J'avais quand même envie un petit peu de les faire échanger tous les deux. Jacques, quand vous entendez l'expérience, alors que vous la connaissez, hein, vous êtes déjà rencontrés, voire même vous avez travaillé ensemble, mais quand Nadia raconte son histoire, moi, il y a une réaction tout de suite que j'ai. Je ne sais pas comment un expert scientifique comme vous peut y répondre. Je trouve ça quand même très violent pour arriver à cette conclusion de ce désalignement. C'est-à-dire que le diagnostic qu'a fait Nadia sur pourquoi ça m'arrive et ce désalignement-là, pour que ça passe par un AVC, puis une maladie orpheline et un handicap, il n'y a pas d'autre moyen à un moment pour arriver à cette conclusion-là ? Je pense que chaque histoire sera différente. Mais effectivement, ce qui nous arrive dépend de beaucoup de facteurs externes. On l'a évoqué, puisque l'environnement, c'est la culture, c'est des comportements qu'on prend dans la société, qu'on subit par certains côtés. Des facteurs, bien sûr, environnementaux au sens très large du terme. C'est vrai que, par contre, qui dit environnemental dit quand même que notre capacité d'intelligence, d'interaction, de compréhension nous donne une latitude très grande. C'est vrai que des choses toutes bêtes, hein, il faut savoir que la notion de maladie chronique en médecine laisse la place progressivement à la description de facteurs de risque ou de facteurs de résilience. Autrement dit, ça veut dire que pendant toute notre vie, on garde la main sur la capacité à inverser le cours et que les processus, on va dire,
en vieille imagerie, si je peux dire, mentale, hein, les cercles vertueux ou vicieux ont une place souvent plus importante que les impulsions initiales. Autrement dit, c'est vrai qu'une des choses qui entretient la chronicité d'un problème, par exemple, il y a des problèmes qui sont chroniques, qui sont rémanents dans notre vie, mais d'autres qui peuvent être accidentels, le burn-out. En général, quand on le subit, on sort de ce qu'il a produit, puisqu'on n'a plus le loisir de continuer dans certaines mesures. Donc on va sortir du travail, on a d'autres problèmes après, mais ce ne sont plus les mêmes. Et on pourrait dire, dans une certaine mesure, si ça persiste, on voit beaucoup de processus de burn-out qui ne guérissent pas facilement, voire qui ne guérissent pas, ne parlons pas des complications physiologiques qui en découlent. En fait, on s'aperçoit qu'en créant des processus mentaux, c'est vrai que quand on imagine quelque chose, ça déclenche les mêmes réseaux neuronaux, les mêmes compétences que si on le fait. Vous savez, par exemple, des gens qui sont dans du plâtre parce qu'ils ont eu des accidents graves et qui ne peuvent pas bouger, on a pensé à leur faire, comme on sait maintenant avec l'imagerie et tout ça, à faire un travail imaginaire sur les mouvements qu'ils vont refaire quand ils sortiront du plâtre. Eh bien, on les prépare, mais de façon importante, ça les remuscle. Ça retravaille la coordination. Bref, quand ils sortent du plâtre, c'est comme s'ils avaient déjà fait de la rééducation. On a déjà fait travailler le cerveau, mais même le muscle. On va dire donc, voilà, notre cerveau. Et d'une certaine façon, c'est vrai que, si je le redis autrement, une grande partie de la pathologie rentre dans ce qu'on appelle la pathologie de l'évitement. C'est vrai qu'on est animalement prévu pour éviter devant le danger. On n'est pas programmé au départ pour se surpasser devant la difficulté. On est d'abord là pour éviter ce qui fait peur. C'est un certain Henri Laborie que j'ai déjà cité, parce que je trouve qu'il avait le mérite de certains propos particulièrement percutants, un peu à la Einstein, en disant, voilà, dans la vie de l'humain, à la différence du souriceau, qui, lorsqu'il se fait repérer par un oiseau, un faucon, par exemple, s'immobilise, parce que s'immobiliser, ça lui permet peut-être de sauver sa peau, parce que le faucon ne le verra pas. Disait-il, dans la vie humaine, il n'y a pas que des faucons qui soit nous mangent, soit partent, et auquel cas on a sauvé sa peau. Il y a des vrais cons qui restent, disait-il, qui soient dehors, parce que notre vie d'humain, ce n'est pas une vie dans laquelle on peut s'échapper facilement, c'est une vie complexe, sophistiquée. Il y a aussi ce qui est dedans, ce qu'on a internalisé de ces contraintes, de ces erreurs. Donc on va dire que, redit autrement, la pathologie de l'évitement, c'est on ne reconfigure pas notre expérience, notre vie. Et dans une certaine mesure, la psychologie positive a compris cela, c'est que si on se comporte comme quelqu'un qui n'a plus le problème, alors on déclenche des mécanismes qui rentrent dans les processus de guérison, alors qu'à l'inverse, les processus d'évitement, tout stress chronique est un processus pathogène. Donc c'est vrai que c'est des mécanismes qui sont loin d'être... Enfin, la méthode Coué, plus exactement, avait quelque part anticipé pour une part ces mécanismes-là. On va plus loin, évidemment, aujourd'hui, on sait beaucoup mieux le faire. Ça ne suffit pas toujours, mais c'est quand même un des facteurs importants de la guérison. Donc, d'un certain point de vue, la première chose qui fait qu'une chose est impossible, c'est qu'on s'y prend mal. Citons Einstein encore une fois, un problème insoluble est d'abord un problème mal posé. Donc c'est vrai qu'en psychologie comme ailleurs, et que peut-être je rajouterai une phrase d'un neuroscientifique anglais à la BBC il y a quelques années en disant « on croit qu'on a un cerveau dans la tête ». En fait, on a une population de neurones. Redit autrement, les réseaux qu'on connecte, qu'on active, suivant la posture qu'on adopte, suivant le regard qu'on adopte, suivant la stratégie qu'on développe, ne sont pas les mêmes. On n'est donc pas le même. On n'est pas le même psychologiquement. On a des ressources qu'on ignore. Les travaux de Houdet dont je parlais tout à l'heure, vous posez une question d'une certaine façon, 10% des gens résolvent certains tests logiques. Vous la posez autrement, 90% la résolvent. Excusez du peu. C'est pareil sur la maladie, dans une certaine mesure. Les processus de dépression, des tas de pathologies psychiatriques sont des pathologies dites de l'évitement. De l'évitement de quoi? Des capacités de rebond, parce que dans la nature, les dangers étaient d'abord des dangers de rapport de force. Aujourd'hui, les dangers dans notre vie, c'est d'abord un manque de capacité à reconstruire. On a moins des obstacles réels que appris de travers, ou plus exactement, garder des vieux réflexes inadaptés. Donc oui, c'est vrai que fondamentalement, on intègre de plus en plus de processus. On sait par exemple, même dans les cancers, on a montré que ceux qui savent faire de la résilience dans leur vie augmentent significativement la probabilité de guérison dans le cancer, par exemple.
C'est un autre exemple. Jacques citait les travaux d'Henri Laborie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, qui est extraordinaire, où Laborie apparaît et où, in fine, vous voyez des comportements humains comparés à des comportements de rats dans un laboratoire. C'est absolument extraordinaire et ça explique bien comment, par exemple, soumis à une agression, on n'a que deux manières d'y répondre. Soit on externalise cette agression et du coup on attaque l'autre, soit à un moment on ne l'externalise pas et du coup on s'attaque soi-même. Impuissance apprise. Il y a une chose quand même dans ce que vous racontez tous les deux qui m'interroge. C'est que vous êtes en train de raconter un jeu qu'on fait avec son cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, comme si on essayait de tromper son cerveau ou de changer de mode, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jacques, in fine, est-ce qu'il n'y a pas un petit bout dans sa tête qui dit « là, tu es en train de m'avoir » ou un morceau de sa tête qui dit « je vois bien ce que tu es en train de faire ». Tu es en train d'essayer de changer mon fonctionnement, mais je ne suis pas dupe. En d'autres termes, le singe qu'on a dans la tête, est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire tu fais des grimaces, mais tu ne m'auras pas ? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, on passe notre temps à se raconter des choses auxquelles on croit. Alors, à cause de nos valeurs, des croyances de l'éducation. Et on y croit mordicus. On se confronte rarement à la réalité en se demandant est-ce que c'est vrai ? Comment je sais que c'est vrai ? Mais on y croit. Et donc, il s'agit juste de remettre ça en question et de voir si, en regardant d'un autre côté, au-dessus, en dessous, de côté, si on peut voir les choses différemment. Et ce n'est pas nécessairement devenir schizophrène avec un double discours auquel on croirait ou l'un ou l'autre, enfin, aux deux à la fois. C'est l'un qui va remplacer l'autre parce que le deuxième, il va être plus aidant à un moment de la vie. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise croyance. Il y a juste celles qui sont aidantes et puis celles qui nous amènent à toujours faire la même chose. Et quand ce toujours la même chose nous amène dans la même impasse, c'est peut-être le moment où il faut aller solliciter son cerveau pour changer de regard. Mais ça, c'est très rationnel comme façon d'analyser les choses. Quand vous êtes parti dans votre pensée positive, Nadia, il n'y avait pas un petit bout du cerveau reptilien qui vous tirait vers le bas en disant tu vas pas y arriver ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi et développement personnel. Quand ça m'est arrivé, notamment, j'avais travaillé sur le sens de la maladie avant d'être confrontée à la maladie. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ma pauvre fille, tout ça pour ça, c'était bien la peine. Donc, je me suis extrêmement déçue. Par contre, ça m'a fait gagner beaucoup de temps après pour me reconstruire. Donc, j'avais, je pense, déjà des mécanismes de je fais un pas de côté, je regarde différemment, ça donne quoi ? Je me sens comment si je vois les choses comme ça ? Ça change quelque chose à l'intérieur ou pas ? Oui, non, bon, alors je cherche autre chose. Oui, tiens, je vais peut-être garder ça. Plusieurs remarques. La première chose, on oppose souvent émotion et cognition ou pensée rationnelle notamment. En fait, c'est plus subtil que ça. Chaque mode de pensée, j'ai parlé par exemple de mode automatique, mode adaptatif, qui ne sont que des simplifications. Il y a énormément de modalités qui se complètent ou qui entrent en conflit à certains moments, mais chacune de ces modalités a son mode cognitif, son émotion, son mode social, son mode comportemental, et dans une certaine mesure, elles ne s'opposent pas, loin de là, elles convergent. Là où le problème se pose, c'est quand la capacité à changer de mode. Je prends souvent l'exemple du sport. Au tennis, vous connaissez, il y a 4 ou 5 grandes postures. Le coup droit, le revers, le fond de court, le filet, le smash, par exemple. Eh bien, vous pouvez avoir une bonne capacité à prendre les bonnes postures au bon moment, mais pas de stratégie de match. Mais vous pouvez aussi avoir une excellente stratégie de match, mais vous êtes prêt à contre-pied parce que vous n'avez pas anticipé la bonne posture. Alors je dirais au niveau du cerveau, c'est un peu la même chose. Les postures nous permettent de nous aligner sur l'ensemble de ces dimensions-là, émotion, pensée, comportement et comportement social, et finalement d'être serein. On l'a vu tout à l'heure en faisant l'exercice du mélomane. Vous pouvez faire l'exercice du mélomane pour vous détendre, ce qu'on fait quand on écoute de la musique. On disait la musique adoucit les mœurs. Non, c'est la posture du mélomane. Écouter de la musique machinalement, musique d'ascenseur ou musique de bruit de fond, ça ne vous fait rien. À l'inverse, vous faites posture du mélomane avec un bruit de chantier, ça vous détend. Et pourtant... On fera le test dès demain. Faites l'expérience dans le métro, n'importe où. La posture du mélomane détend, pourquoi ? Parce qu'elle est pertinente ou à l'inverse impertinente.
Si vous voulez essayer de faire une chose extrêmement précise, de mémoriser un code pour un ordinateur en faisant la posture du mélomane, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la bonne posture. Comme au volant, tourner à gauche, c'est bien ou pas? Ça dépend. Ben, c'est pareil. Donc les bonnes postures nous apaisent, et le stress, ce que montrent les sciences cognitives et les thérapies cognitives notamment, c'est pas la bonne posture. Pourquoi On parle des fois du bon stress, Jacques. Alors, justement, en fait, le stress a des facteurs externes, stresseurs, et des facteurs internes, stressabilité. Le stress, c'est deux sortes de choses. C'est un rapport entre quelque chose qui nous paraît au-dessus de nos moyens et puis un sentiment de manque de confiance dans ses capacités à faire face. Les deux. C'est-à-dire à la fois le stresseur semble plus fort que nous semble-t-il, subjectivement, et à l'inverse, même si parfois il nous paraît fort, on se sent agile, habile. La vague est grande, mais on a l'habitude de surfer. Donc c'est la rencontre des deux qui fait qu'on stresse. Mais pour autant, le stress de l'acteur qui rentre en scène, c'est pas lui qui nous perturbe vraiment, c'est le stress qui dure. Dans une certaine mesure, plus on prend de risques dans la vie, plus on a de stresseurs, donc plus on a un petit peu de trac au début. Donc les gens qui ne prennent jamais de risques, évidemment, ont d'autres problèmes. Voilà. Ceux qui prennent beaucoup de risques vont dire le stress est positif, parce qu'en fait, quand on se bouscule, on se stresse un peu. Par contre, on sait, comme le disent les grands acteurs, que si ça ne tombe pas au bout d'un petit moment, c'est quand même plus embêtant. Donc on va dire, le stress en tant que révélateur du fait qu'on ose se dépasser, oui, c'est bien, ça veut dire qu'on se bouscule un peu. Par contre, si on n'arrive pas à s'aligner après, c'est là où ça devient embêtant. Donc voilà, c'est évidemment comme toujours subtil, mais cette information sur nous, au fur et à mesure qu'on la connaît, qu'on la maîtrise mieux et qu'on peut la mettre en musique dans des modes de décision managériaux. Par exemple, l'intuition, on sait aujourd'hui que pour prendre une décision dans un COMEX, dans un comité de direction, dans un groupe de travail qui doit innover ou prendre des décisions complexes, travaillez bien les dossiers. Ça a été fait en recherche pour vous expliquer un petit peu, mais je ne sais pas si on aura le temps. Travaillez bien les dossiers, connaissez-les à fond. Tout ce qui vous dérange, intégrez-le. Ne vous laissez pas déstabiliser par la nouveauté, laissez-vous imprégner par tout ce qui est sinofaible, etc. Ensuite, vous faites une rupture, une pause. Ne pensez plus à ça. Pendant 5-10 minutes, vous faites ce qu'on appelle un rinçage neuronal, vous videz ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et puis après, vous mettez en groupe et vous parlez des sujets. Et là, vous allez vous dire, une fois que vous avez bien positionné la décision à prendre en équipe, vous allez par exemple dire à chacun, qu'est-ce que vous sentez comme décision? Mais vraiment au sens intuitif. C'est-à-dire comment vous la sentez, comment vous vous sentez dedans et comment vous la sentez. Est-ce que vous vous sentez en équilibre avec? Est-ce qu'elle vous apaise? Est-ce que vous la sentez bien? Est-ce que vous vous sentez prêt? Mais c'est intuitif comme le Eureka dont on n'a pas encore le contenu. Je suis dans l'état où je sens que le Eureka va venir, mais je ne sais pas encore quoi. Et là, on commence à parler et à échanger. Et puis ensuite, on voit si on arrive à se mettre d'accord. Consensus dur. Ce n'est pas du consensus mou, du genre on fait un marchandage de tapis. C'est l'inverse. On arrive à vraiment se sentir bien ou pas sur une décision commune. Et puis après, on repasse en mode screening, on analyse. Ça marche beaucoup mieux, il y a plein d'études dessus, quand on a plus de 4 critères, le mode qu'on vient de décrire, intuitif, est beaucoup plus global et évite des tas d'externalités, comme on dit, négatives ou positives rarement. Voilà. Donc on va dire, pour décider dans un contexte complexe, dans un temps court, avec une ou plusieurs personnes, ça donne des résultats bien plus puissants. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire plus le nombre de facteurs augmente, plus l'intuition surplombe tous les processus analytiques. Par contre, c'est le processus analytique qui permet de préparer le dossier et ensuite de vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Mais c'est pour dire l'intuition dans les processus décisionnels est cruciale, pas que pour décider où on part en vacances. Une dernière question avant de prendre vos questions dans la salle. Pour vous, Nadia, vous nous racontez une histoire très personnelle. Et il y a une question, on est des animaux sociaux, il y a des gens autour de nous. Il y a des amis, des parents, des enfants, des collaborateurs, des équipiers. Comment ce facteur-là est intervenu ou pas dans votre histoire? En d'autres termes, est-ce que vous avez eu l'impression de le vivre complètement seul, ou est-ce qu'in fine, les interactions avec les autres ont été soit un appui, soit au contraire un frein? Alors, je pense que ça dépend de qui on est. Dans mon cas, j'ai un petit driver soi fort qui fait que je vis assez les choses en mode personnel, seul. Et c'était important pour moi parce que j'étais vraiment dans une attitude qui est pas banale.
qui est de penser que je vais guérir. J'étais dans une frénésie de tester des soins. Si j'avais partagé ça avec mon entourage, il y aurait eu, mais t'es sûr, mais fais attention. Non, mais la personne là que tu vas voir, t'es sûr que c'est pas un charlatan. Et t'en as parlé à ton neurologue et à ton kiné. Et franchement, ça me saoulait, quoi. J'avais pas envie de. Je sais que parfois autour de moi, ça a été difficile de comprendre ça. Mais moi, il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour continuer à vivre au sens où je l'entends. Et donc, je me suis dit, je vais construire ça. Envers et contre tout, je sais ce que je dois faire. Je ne savais pas si ça produirait ce que j'en attendais, même si je l'espérais, je le pensais, mais j'en avais évidemment pas la certitude. Et il ne fallait pas que je me laisse influencer par la vie des autres. Alors ça peut paraître un peu égoïste, mais c'était vraiment une question de survie pour moi. Et de survie presque plus émotionnelle que physique. Je me disais, le physique va suivre, mais je ne voulais pas me laisser contaminer par la peur des autres, parce que les autres autour de moi avaient peur. Donc déjà, je minorais ce que moi je vivais et je ne partageais pas tout ce que je faisais pour guérir. Merci Nadia. Alors, le temps est venu des questions et ensuite nous aurons le plaisir de nous retrouver autour du cocktail. Nous avons 2 hôtesses, une de chaque côté, qui est avec des micros. Comme nous avons une captation avec des caméras, ce que je vais vous demander, c'est si vous posez une question, et j'espère que vous allez en poser, soyez gentils d'abord de vous lever, de caler le micro contre votre menton, qui est une vieille technique pour éviter d'avoir la tête qui fait ça, et on n'entend pas le son. Et si vous le pouvez, présentez-vous. Nous avons présenté nos invités, je trouve ça relativement équilibré que vous nous donniez vos noms si vous en avez envie. Voilà, y a-t-il une première question? C'est toujours la première qui coûte en général. Ah, monsieur, bravo. Voilà, quelqu'un qui n'est pas soumis au stress, en tout cas qui réussit à le combattre. Bonsoir à tous. Donc, je suis Pierre, Société Rodenstock et un ami de Dominique. Moi, la question que je me suis posée quand vous avez parlé de positiver, vous n'avez pas abordé le sommeil. Et donc, la phase d'endormissement, est-ce qu'il est intéressant pour le cerveau, justement, de partir dans des pensées positives, se laisser aller, décompresser, et donc se réveiller le lendemain matin avec une pensée plus que positive? Merci. Très bonne question. Alors, le sommeil. Alors moi, je n'ai pas eu de problème de sommeil, mais par contre, ce que je sais, c'est que quand je suis trop stressée, oui, le sommeil va être impacté. On sait d'ailleurs que pour rendre les gens fous, il n'y a qu'à les priver de sommeil. Et le sommeil, ça fait partie de l'équilibre général et de l'hygiène de vie. Il doit y avoir des temps de ressourcement. Quand on est dans la phase de burn-in, qui est celle qui précède le burn-out, le sommeil est impacté. Et à ce moment-là, effectivement, je m'endormais plutôt bien, mais je me réveillais la nuit. Parce que mon cerveau continuait à fonctionner. Et donc, j'avais des post-it sur ma table de nuit. Et le matin, je me réveillais, j'avais des post-it partout. Et je me disais, ouais, j'ai un super cerveau qui veille, qui me rend hyper performante. Alors que j'aurais vraiment dû m'inquiéter. Parce qu'à ce moment-là, mon cerveau, il ne se ressourçait pas, il ne se régénérait pas. Et donc, ça contribuait à m'épuiser. Dans le burn-out, effectivement, le manque de sommeil est probablement un des facteurs majeurs. Donc je dirais dans une certaine mesure, je dirais plus on se sent pris dans cette espèce de spirale, plus il est important de dormir. La deuxième raison, même si on veut être efficace, quand on est fatigué et qu'on commence à avoir des micro-sommeils, on n'est pas du tout efficace. Vous savez que les routiers, les départs en vacances, quand on roule, au bout de 2 heures, il faut s'arrêter. Et même si on a la moindre tendance à piquer un peu du nez, il faut dormir. La meilleure défense contre le sommeil, ce n'est pas le café, c'est le sommeil. Alors, ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est peut-être, alors par contre, quand on commence à atteindre des stades dépressifs ou de burn-out constitués, il faut savoir que le sommeil trop durable est également néfaste. Par exemple, à partir de 7 heures du matin, et c'est indépendant de votre heure de coucher, on sait que plus on se lève tard, plus les processus dépressifs se relancent dans le cerveau. Autrement dit, il vaut mieux se coucher tôt et se lever tôt que se coucher
tard et se lever tard, ou même se coucher tôt et se lever tard. Donc paradoxalement, donc je dirais dans une certaine mesure, quand on est déprimé, se lever après 7-8 heures n'est pas bon. Ça augmente terriblement. Il y a des mécanismes physiologiques sur le sujet. Deuxièmement, la sieste n'a pas du tout les inconvénients du sommeil long. Il faut savoir que le rêve a des vertus dans la capacité à reconfigurer son émotion et sa pensée, mais dans une certaine mesure, il les renforce aussi. Donc laisser un temps de sommeil trop long peut, chez des gens qui sont déjà déprimés, renforcer ce processus-là. Donc le sommeil précoce, je dirais même qu'à la limite, si on se réveille la nuit en étant mal, il est parfois bien de se lever, de refaire des choses qui plaisent, et par contre, à la première fatigue, on se retourne se coucher, plutôt que de mariner dans le processus. Donc oui, effectivement, le cerveau, pendant le sommeil, il peut y avoir intérêt à même faire des exercices comportementaux. J'aime bien faire des exercices de théâtre chez des gens déprimés, avant de se coucher, par exemple, pour jouer des comportements de dominant. Alors là, pour le coup, vous voyez, ça peut être thérapeutique pour des soumis, hein, parce qu'une grande partie d'entre nous qui a des problèmes de manque de confiance en soi, ça vient de comportements d'autodévalorisation très mécaniques. Quand on joue des comportements de culot irrationnels et infondés, on joue le fait de se prendre pour le roi du pétrole sans raison, hein, si je peux dire, de répondre à des questions, on ne connaît rien de façon pédante, et de faire beaucoup de bruit et de faire un peu comme les gorilles, de gonfler le poitrail, etc., eh bien, on s'aperçoit que quand on fait ça, qui est aussi irrationnel que de manquer de confiance en soi, c'est juste que le miroir, eh bien, ça a un effet antidote. Et on s'aperçoit que ça peut aussi, c'est dans non plus la pensée positive, c'est dans le fait de brancher des réseaux neuronaux différents. Ceux de la soumission, finalement, ils s'alimentent par la culpabilité, par l'autodévalorisation, par le sentiment de se sentir écrasé, servile, etc. Eh bien, jouer l'antidote, c'est le fait de se dire qu'on prend la place des autres, qu'on se moque de soi, qu'on se moque de tout, etc. C'est pas forcément bon en soi, mais pour s'endormir quand on est bouffé par la culpabilité, ça calme bien. Voilà, c'est pour dire que la pensée positive, c'est aussi le jeu, c'est aussi le théâtre, c'est aussi beaucoup de choses. Mais d'une façon générale, c'est sûrement ne pas faire comme d'habitude, quand ça va mal. Et des petits trucs pour s'endormir, justement, en jouant. Pour les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, ça peut être, j'imagine qu'il y a un train qui passe devant mes yeux, un train avec des wagons. Et dans chaque wagon, j'imagine que je mets toutes les choses de la journée qui m'ont pourri ma journée. Et donc, au fur et à mesure, tout ça s'éloigne. Alors ça, on va dire que c'est la version un peu médiocre. La version positive, c'est je vais me remémorer, à l'inverse, tous les moments agréables de ma journée. C'est les fameux 3 kiffs par jour popularisés par Florence Servan-Schreiber. Et c'est focaliser sur des choses agréables et m'endormir avec ça. C'est toujours beaucoup plus agréable que de s'endormir en ruminant sur ce qui nous a plombé notre journée. Juste une petite remarque sur le burn-out. C'est une remarque sur les addictions en général. L'addiction au travail est une addiction comportementale comme une autre. En fait, on est d'autant plus en train de s'emballer sur un processus qu'on n'y trouve pas son compte du point de vue émotionnel. Je parle volontiers d'économie psychologique. L'économie psychologique, c'est tout bête, c'est comme l'économie normale, il y a les gains, il y a les pertes. Les gains, c'est le bonheur et le plaisir. Les pertes, c'est la contrainte, c'est la souffrance, c'est l'échec. Autrement dit, moins un métier nous nourrit émotionnellement, moins une action nous nourrit. On peut faire un burn-out parental aussi avec de l'éducation des enfants ou je ne sais quoi. Quand à un moment donné, on n'y a plus son compte, c'est-à-dire qu'on c'est pas une question seulement de désagrément, c'est que ce qu'on fait n'a pas de sens pour nous, qu'on n'a pas suffisamment investi notre façon de le faire ou pousser ses choix comme il faut. Eh bien, à un moment donné, on s'emballe d'autant plus que c'est inefficace. C'est ça un leurre. Une addiction, c'est un leurre, c'est quelque chose qui nous trompe. On croit que c'est nourrissant, ça crée quelques sensations au niveau des neuromédiateurs au début, et puis après, quand l'organisme fait les décomptes, il regarde ce que ça a apporté. Il n'y a pas le compte, comme disent les syndicats parfois. Hein. Et bien, c'est parfois nos syndicats neuronaux nous disent aussi il n'y a pas le compte. Et malheureusement, au lieu de débrancher le processus pour changer, les processus automatiques nous amènent à faire toujours plus de la même chose. Donc, comme une roue dans la boue ou dans la neige, elle tourne d'autant plus vite qu'elle n'adhère pas. Quand un comportement s'emballe, posez-vous la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je suis à ce point? Et ce n'est pas seulement parce que j'ai du boulot, c'est parce que moi-même, je ne sais plus pourquoi je suis là. Donc c'est vrai que ça peut nous amener à nous reconcentrer sur qu'est-ce qui me nourrit au vrai sens émotionnel du terme.
Et là, on s'aperçoit que les passions, ou le fait de s'affirmer, le fait d'affirmer sa différence, d'affirmer sa vision, la première chose qui nous fait du bien, c'est de redonner du sens. Pas seulement au sens de ce que je comprends, je suis convaincu, mais au sens du, non pas du pourquoi, mais du à quelle fin. Pourquoi en 2 mots? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être? Ce qu'on appelle parfois la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou ce qu'on veut. Et ça me paraît essentiel pour prévenir les burn-out. Les gens passionnés ne font pas de burn-out, ils tombent malades. Mais le burn-out est d'abord une question de perte de sens et d'épuisement qui est lié à cet emballement. Quand on a la passion, on sait s'arrêter parce qu'on sent qu'on n'adhère plus, si je peux dire. Question suivante, monsieur. Bonsoir, Jean-François Hauss, je m'occupe d'assurance dans le logement social. 2 questions. Vous avez parlé de l'environnement qui nous permet de nous dégager des 5% qui sont, ou des 5 ou 15, 20% qui sont fixés. Mais est-ce qu'au contraire, l'environnement n'est pas au contraire plus, comment dirais-je, contraignant? On vit dans un logement, on vit dans un quartier, on a une histoire, une famille. Est-ce que cet environnement n'est pas au contraire beaucoup plus nous met dans la glaise que, au contraire, l'initiative personnelle? Et deuxième question, à vous écouter, effectivement, j'entends avec beaucoup de plaisir des cerveaux puissants, intelligents. Il n'y a évidemment rien à voir avec l'intelligence en valeur absolue, c'est l'intelligence de la situation, mais j'entends des raisonnements. Est-ce que, au contraire, le cerveau ne pourrait pas, parce que l'homme est né avec un instinct de survie, hein, l'animal, est-ce qu'au contraire, on ne pourrait pas penser que si on laisse faire le cerveau, tranquillement, réfléchir, puisqu'on a tous un sens à la vie, a priori, enfin, moi je l'ai perdu, mais pour d'autres raisons, je suis encore là quand même, hein. Est-ce qu'on ne peut pas penser que le cerveau, au contraire, à ce moment-là, peut essayer de trouver la solution seul, avec ce que j'appellerais dans l'intelligence artificielle une logique floue? Pourquoi vouloir toujours se fixer? C'est impressionnant ce que vous disiez, madame, effectivement, je vais guérir. Bon, très bien, mais est-ce qu'on ne peut pas laisser le cerveau? Est-ce que vous ne seriez pas arrivé au même résultat avec une incertitude? Merci. Nadia. On ne peut pas savoir, mais je suis convaincue que dans mon cas, je ne suis pas quelqu'un qui est passif. Je ne suis pas quelqu'un qui assiste à ce qui arrive avec passivité en me disant c'est comme ça. De toute façon, on m'a dit que je ne guérirais pas. À partir du moment où je prends pour vrai une information, alors elle devient vraie pour moi. Mais comme ce qu'on m'avait prédit ne m'allait pas, il fallait bien que je me mette, moi, activement en chemin pour faire mentir la prédiction. Parce que la vie qui m'attendait ne m'intéressait pas du tout. Donc, laisser mon cerveau faire tout seul, je ne peux pas garantir que je ne serais pas arrivée au même résultat, même si ma conviction, c'est que je ne vois pas bien comment j'en serais là aujourd'hui. J'ai envie de dire que, beaucoup de solutions sont possibles. J'ai cité tout à l'heure 6 mots-clés pour dire comment on change de mode mental pour passer sur le mode adaptatif qui, lui, permet de reconfigurer beaucoup de choses et de trouver des solutions, même là où on pensait ces solutions impossibles. Curiosité, c'est actif. Je vais explorer un espace que je crois connaître, ou peut-être même que j'ignore, et que je vais découvrir. Donc je fais de nouvelles choses, ou je les fais différemment. Je suis actif. Mais on pourra dire qu'à côté de cette curiosité des aventuriers, des artistes, des créatifs, etc., il y a aussi la curiosité, qui pourrait paraître passive, des sages. Épictète. Dans les thérapies cognitives modernes, l'acceptation et l'engagement. Ça commence par l'acceptation. Beaucoup d'approches de psychologie moderne sont basées sur le fait, prenons l'exemple du deuil, accepter d'abord, et je crois que d'ailleurs vous l'avez fait, c'est d'abord accepter les choses comme elles sont, non pas pour s'y résigner, mais peut-être déjà pour s'en imprégner, pour dire voilà, la page a tourné, elles ne sont plus autrement, ça c'est un facteur externe, je l'accepte. Donc on peut pousser très loin, et je pense qu'il y a des méditants qui ont poussé ça très loin, et on peut peut-être même en faire le cœur de sa vie, et ça donne des résultats aussi. Donc c'est peut-être pas moins, c'est juste différent,
et peut-être je serais tenté de dire, la curiosité passive, celle que je développe à l'égard de ce que je reçois, le mélomane par exemple, c'est pas moi qui fais l'orchestre, peut être poussé aussi loin que celui qui produit. Ça ne s'oppose pas. Et on peut comme ça continuer sur les valeurs suivantes. La nuance, par exemple. La nuance, c'est passif. Je mets de la passivité dans la perception des grilles entre le blanc et le noir. Mais la relativité, c'est active. Je conçois qu'il y a d'autres regards possibles. Et ce zapping peut ouvrir. Dans une certaine mesure, notre cerveau, comment dire, tel qu'il est construit, on pourra dire que la conscience, on a cru à un moment donné que c'était l'intelligence. Non. La conscience, c'est, je dirais presque un outil décisionnel. C'est lui qui nous permet de nous déterminer au sens de sortir du terme qui nous est échu. C'est-à-dire quand on veut changer de programme, ça se situe, les centres de la décision et l'intelligence se situent à la rencontre des parties du cerveau qui reçoivent l'info externe et ceux qui reçoivent l'info interne. Et c'est vrai que quelque part, le déterminisme, au sens de sortir du terminus ou du terme, au sens premier du terme, déterminer sa vie, être déterminé en d'autres termes, c'est quelque chose qui relève de la conscience. Par contre, les mécanismes qui vont le rendre possible sont éminemment inconscients. Et donc, dans une certaine mesure, c'est cette balance permanente entre des processus de conscientisation, je l'ai cité tout à l'heure pour la prise de décision, et des processus au contraire je dirais, d'incarnation et des processus beaucoup plus intuitifs. Donc je ne connais pas de bonnes et de mauvaises réponses, mais plutôt des phases qui alternent et qui se complètent. On va prendre une toute dernière question et puis ensuite on demandera à Dominique de venir conclure. Est-ce que nous avons une dernière question dans la salle? Oui, madame. Agnès Gourlet, ACS Solutions. Dès les années 60, je m'adresse plutôt à l'ancien médecin. Dès les années 60 et début des années 70, on a entendu parler de maladies psychosomatiques. Et notamment aussi pour le cancer. J'ai perdu ma mère qui était très jeune du cancer. Et j'ai fait un raccourci quand j'ai entendu parler de ça, parce que dans ma tête d'enfant, j'ai dit, elle s'est donc suicidée. Bon, qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Mais je dirais non, le fait de la relation qu'on pourra dire aujourd'hui entre cancer et psychologie passe notamment par le stress qui est induit par une façon, si on veut dire, de fonctionner. Mais ce n'est pas un suicide conscient. Mais les conséquences biologiques de certains troubles psychologiques récurrents, permanents, va effectivement favoriser certaines maladies. Par exemple, pour donner un exemple tout à fait un parmi des tas d'autres, mais le stress, notamment chronique, produit beaucoup de cortisone. La cortisone est un promoteur, ça ne produit pas les cancers, mais ça facilite leur développement, etc. Donc on va dire, voilà, on sait qu'il y a plein de mécanismes qui peuvent expliquer, mais qui sont quand même très complexes. Et puis tous les gens inhibés par la dépression ne font pas des cancers. Ils font soit d'autres pathologies, soit aucune. D'ailleurs, ils sont juste déprimés. Mais ça augmente des risques. Donc on va dire, non, on ne se suicide pas comme ça. En tous les cas, si on le voulait, on n'y arriverait pas forcément. C'est un peu comme prendre l'avion pour se suicider. Il y en a certains qui tombent et qui ne l'auraient pas voulu, mais ceux qui voudraient se suicider en prenant l'avion, ça ne marche pas. Donc je dirais, voilà, c'est clairement plus complexe, mais pour autant, c'est vrai qu'il y a des liens et qu'on sait que voilà, il y a des facteurs environnementaux, dont psychosociaux. Le bonheur, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on sait de plus en plus de choses sur le bonheur. Un petit truc quand même. Une étude que vous avez peut-être vue, on en parle beaucoup sur Internet depuis quelques années, parce qu'elle a atteint sa 75e année, l'étude de Harvard sur le bonheur. Allez voir, sinon, tapez Harvard bonheur, vous verrez, 75 ans. 3 générations de chercheurs. On a étudié d'une façon particulière le bonheur avec des gens qui à la fois étaient de Harvard, qui avaient fait l'école, et d'autres qui étaient de la localité, mais qui justement étaient à l'autre bout de l'échelle socio-économique. Au bout de 75 ans, pendant 75 ans, on leur a posé régulièrement des questions. Quels ont été vos sujets de bonheur dans la journée, au cours de la journée écoulée? Non pas leur demander qu'est-ce qui va vous rendre heureux, ou qu'est-ce qui vous a rendu heureux il y a 20 ans, parce que là, on fabule beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui? C'est quoi les 3 kiffs de la journée? Et effectivement, on s'est rendu compte que quand on analyse toutes ces données, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit le genre, homme-femme, que ça soit
jeune ou vieux, qu'on soit riche ou qu'on soit pas riche, qu'on ait eu du pouvoir, qu'on n'en ait pas eu, qu'on ait eu des satisfactions de plaisirs divers, sexuels et autres, etc., joue très peu dans le bonheur éprouvé, quotidien, ou pas longtemps. Ça ne joue pas très longtemps. Vous gagnez au loto, il y a plein d'études qui montrent que 3 mois plus tard, vous en rendez même plus compte, vous avez de nouveaux ennuis, pas les mêmes. Donc voilà, on va dire, c'est pas ça qui rend heureux ou malheureux. Ce qui rend heureux, d'abord, dans l'étude, c'est flagrant en termes de variabilité, c'est la relation de confiance. Donc on revient à notre sujet de départ, c'est la confiance qu'on a en les autres, la confiance qu'on a en soi, autrement dit, la tendresse qu'on a pour soi et pour les autres, et qui est réciproque, qui est partagée. C'est la première des choses, c'est le premier facteur. Le deuxième qui va aussi dans le sens de la tendresse qu'on a pour soi et sa vie, de se faire confiance, c'est de parier sur ses passions, de les mettre dans le cœur de sa vie. C'est les deux gros leviers. Le reste joue non pas en tant que promoteur de bonheur, mais de préventeur de malheur. Si je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir me nourrir, me loger et faire un peu ce que j'aime, effectivement, il y a de nouvelles études qui ont quand même montré que l'argent est bien utile dans la mesure où il sert à rendre plus heureux ses relations. Autrement dit, il sert à partager. Et deuxièmement, il sert à réaliser ses passions. Sinon, ça sert juste à éviter certains malheurs, quoique on sait bien qu'à un moment donné, ça crée d'autres soucis. Bref, si on posait les choses sous un autre angle, il n'y a pas que l'addiction au travail, ça n'est qu'une forme. Il y a aussi des burn-out financiers, des gens déprimés parce qu'ils ne savent pas gérer leur relation à la vie. L'argent n'est qu'un cache-misère et ça permettrait, on sait bien qu'il y a plein d'études qui montrent que la générosité est une des meilleures façons de se rendre heureux. Ça résoudrait plein de problèmes dans le monde si aujourd'hui on partageait un peu plus. Confiance, échange, et on se rend compte que, si j'y rajoute l'art, quand par exemple on chante et qu'on aime ça, on se rend compte que c'est gratuit, ça se partage. Plus on le partage, plus il y en a. Donc pourquoi s'en priver ? Véritablement, la connaissance sur le cerveau, c'est se rendre compte que la frugalité, comme on le dit dans le développement durable, c'est pas que la misère. Au contraire, c'est peut-être le fait de pouvoir découvrir qu'on rate plein de choses aujourd'hui dans une société où on est gavé de trompe-l'œil. Oui, bien sûr, la matérialité, c'est utile, mais c'est pas avec ça qu'on est heureux. Heureusement, c'est accessible à tout le monde. Ce qui rend heureux également, c'est la gratitude. Le fait d'être conscient de l'instant vécu et que c'est un beau moment. Je vais vous demander d'applaudir très très fort Jacques Fradin et Nadia Guini qui nous ont régalés par leur témoignage et leur expérience. Et j'appelle tout de suite Dominique pour clore cette première partie de soirée avant de passer au cocktail, mon cher Dominique. Nadia, Jacques, merci beaucoup parce que c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de bonheur. Moi, j'ai kiffé, je sais pas vous, donc je me sens bien. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Jacques, tu nous lèves vraiment le voile sur les neurosciences et toutes les possibilités que ça nous offre. Aussi tout ce qu'on a à disposition et finalement qui nous attend. Pourquoi n'allons pas nous le chercher, pardon. Je vous engage à aller au GECO, forcément. En plus, si vous subventionnez le GECO, vous serez heureux, c'est ce que vient de nous dire Jacques. Puis Nadia, merci beaucoup, parce que quel message d'espoir. J'ai envie de dire ça. Dis-moi où tu as mal, je t'expliquerai pourquoi. Je crois qu'il y a un livre un peu connu pour ça. Ça donne, je dirais, presque envie d'avoir un burn-out, même si c'est ce qu'on souhaite à personne. Mais quel espoir de pouvoir ne pas croire quand tout est fichu et de pouvoir rebondir. Merci beaucoup Nadia. Je recommande vivement la lecture du livre. C'est un catalogue aussi de médecine douce. C'est tout un processus, tout un chemin, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc on clôt ce cycle de 3 conférences. Il y en aura d'autres l'année prochaine. On s'interroge encore, on verra, on a beaucoup de sujets. Je voudrais remercier aussi, vous remercier d'être venu. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, que vous repartirez avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de confiance, puisque c'est central, Jacques nous l'a répété. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette conférence avec des moyens modestes. Je ne les vois pas, mais je sais qu'il y a Héloïse, il y a Anaïs, il y a Florence, il y a Sébastien, il y a Daniela. Puis je voudrais remercier notre PDG, non pas pour faire de la flagornerie, mais qui nous laisse quand même un espace de totale liberté. Et ce n'est pas toujours facile pour un PDG de laisser libre les gens. Merci Philippe. À bientôt, au revoir.
Je vous invite donc à rejoindre le cocktail qui se situe en dessous. Et au cours du cocktail, Jacques et Nadia présenteront leurs ouvrages qu'ils pourront vous dédicacer. L'intelligence du stress, hein, Jacques, et puis un pépin des pépites pour Nadia. Voilà, donc ils vous attendront avec quelques exemplaires